Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer quasiment à l'heure, mais la salle va sans doute se remplir encore un petit peu. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Farid Abdelkrim, qui vient de publier ce livre, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste. C'est un livre témoignage où il raconte sa vie, son enfance à Nantes, puisque Farid Abdelkrim est nantais, il y est né en 1967, il y a aussi fait ses études à la fac de sociologie, dont il est ressorti avec une maîtrise. Et c'est également à Nantes qu'il a fait ses premiers pas dans ce qu'on pourrait appeler le militantisme islamiste. Enfin, on y reviendra. Parce qu'il a été membre de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques, pas islamistes, islamiques de France. Il a été le président des jeunes musulmans de France. Il est devenu un prédicateur reconnu, accueilli, fêté un petit peu partout en France. Et un jour, il a décidé de tourner cette page, il s'en expliquera tout à l'heure. Et maintenant, outre ses activités d'auteur, il mène une carrière d'humoriste, ce qui n'est pas si banal pas au terme, puisque vous n'êtes pas au terme de votre itinéraire, mais ce qui n'est pas si banal au cours d'un tel itinéraire. Alors, si vous voulez bien, on va suivre en quelque sorte la trame de votre livre et évoquer votre vie dans l'ordre chronologique. Alors, vous êtes né à Nantes, dans une famille venue d'Algérie, et vous passez dans le quartier de Bellevue. Au tout début, une enfance sans histoire particulière. Vous êtes un petit Français comme les autres. Prenez le micro. Bonsoir, bonsoir et merci de me donner la possibilité de présenter effectivement cet ouvrage auprès de vous ce soir. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, oui, une enfance plutôt pépère, tranquille, sans souci particulier, effectivement, sans le sentiment d'être cet étranger, même si mes parents ne maîtrisent pas forcément les codes culturels du pays dans lequel on est, même s'ils s'efforcent de nous emmener au moins une fois tous les 2 ans dans leur pays, l'Algérie, dans un petit village dont je parle dans le livre. Aux lisières du désert. Tout à fait, donc aux portes du désert, un petit village qui s'appelle El Kantara. El Kantara qui en français signifie le pont, donc un nom assez symbolique que j'essaie de m'approprier. En tout cas, j'essaie de contribuer aujourd'hui à construire, à bâtir, peut-être pas des ponts, on va dire des passerelles pour rester humble. Et oui, j'ai grandi avec Cyril, Christophe, Thierry, Olivier, et tout se passait de la meilleure manière qui soit, même si parfois à l'école il y avait, en tout cas en primaire, très rarement, mais des petits soucis, mais c'était jamais des soucis identifiés comme étant les soucis de quelqu'un ayant des origines difficiles, jamais. Non, c'était Farid, un élève parmi les élèves. Oui, vous êtes d'ailleurs plutôt un bon élève. Un très bon élève. À ce moment-là. Oui, oui, un très bon élève. Oui, j'étais entre premier et deuxième de la classe régulièrement. Et alors, il va y avoir un premier drame dans votre vie qui va sans doute jouer un rôle important dans notre histoire, c'est la mort subite, inopinée de votre père alors que vous avez 11 ans. Oui, alors mon père meurt quand j'arrive en 5e, et juste pour expliquer effectivement pourquoi c'est un drame pour moi, outre le fait d'avoir perdu mon père, je perds quand même celui qui est ce repère qui veille au grain de loin, de manière très charismatique, et qui m'empêche de dérailler. Et puis son décès, effectivement, couplé au fait qu'en arrivant au collège, je vais me retrouver dans une classe où il va y avoir beaucoup plus d'élèves issus de l'immigration, maghrébine particulièrement. Donc cette petite concentration avec la mort de mon père, et puis le fait qu'on s'entraîne les uns les autres, et puis que je sois fasciné par certaines des bêtises qu'il faisait,
vont effectivement mettre un petit peu de turbulence dans mon long fleuve tranquille. C'est à ce moment-là, dites-vous, que vous avez commencé à vous prendre pour un arabe. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, où j'ai commencé à prendre cette conscience, à prendre, entre guillemets, conscience qu'il y avait des gens qui m'étaient plus semblables que d'autres. Pour revenir un petit peu sur mon enfance, quand on partait en Algérie, j'aime à dire cela, quand j'étais en Algérie, j'étais content d'être algérien et je le vivais comme ça. Et puis quand je revenais en France, je redevenais le Français que j'avais toujours été. Donc je ne vivais pas ça comme un problème ou comme quelque chose d'antinomique. Bien au contraire, c'était pour moi une richesse en réalité, puisque j'ai appris un langage qui n'était pas celui que j'ai appris en France, des coutumes, une culture, etc., etc. Et puis j'arrive au collège et là, effectivement, le fait de côtoyer des gens et de les voir faire des choses particulières ont fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à comparer. Et c'est le début des problèmes. J'ai commencé à comparer. Il y avait nous, les gens issus de l'immigration, et eux, tous les autres. Et dans tous les autres, il y avait tous les élèves et les enseignants. Et c'est à partir de là que les problèmes commencent, quand on arrête de se sentir partie prenante d'une communauté nationale et qu'on s'introduit petit à petit dans des sous-groupes auxquels on voudrait appartenir à tout prix. Et pour appartenir à ces groupes-là, eh bien, il faut faire un certain nombre de choses. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Et alors, vous le racontez en détail dans votre récit, malgré la surveillance de votre mère, qui semble être une forte femme, malgré la surveillance de votre grand frère qui est parti, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui vous fiche une raclée un jour où vous avez séché l'école, vous êtes à ce moment-là sur la mauvaise pente quand même. Oui, une très très mauvaise pente. Donc quand vous dites qu'une forte mère, c'est une mère avec un fort caractère. Elle est toute petite, ma mère, mais c'est vrai que c'était une bonne boxeuse. Et elle a boxé sérieusement pour pas que son fils sombre, c'est-à-dire moi en l'occurrence, puisque mes 4 autres frères se sont... Elle vous fiche une claque retentissante en plein conseil de classe. En plein conseil de classe, devant tout le monde, devant tous mes profs, et ça me met dans une colère monumentale, sauf que je peux pas lui répondre, parce qu'on faisait pas ça à l'époque. Aujourd'hui, on le fait un peu plus facilement. Et effectivement, donc avec l'aide de mon grand frère, ils vont essayer de faire en sorte que je sombre pas, sauf que je passe entre 6 et 8 heures au collège par jour, et qu'il y a des week-ends où je sors et que je suis plus sous le regard ni sous la surveillance de mon grand frère et de ma mère. Et là, c'est la fête au village et les 400 coups, je les ai dépassés de loin. Ouais. Alors, rien de catastrophique, mais enfin, vous sombrez quand même dans ce qu'il faut bien appeler la petite délinquance. Alors, c'est la petite délinquance, donc des petits larcins ici et là. J'ai commencé à fumer en entrant au collège, donc ça fait un peu jeune quand même. Et puis, effectivement, il y aura un peu de shit qui va intervenir dans ces manières qu'on va avoir de fumer. Et puis, on va jouer au poker pour de l'argent, on va beaucoup se bagarrer. Je commençais à sortir avec des filles en les considérant comme des moins que rien, c'est-à-dire on prend, et puis une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, on jette à la poubelle. Donc, il va y avoir effectivement une espèce de descente vers quelque chose qui s'apparente assez bien à cette petite délinquance dont vous parlez, pas très très violente. Alors il faut peut-être préciser que je grandis dans un quartier qui s'appelle Bellevue, et dans ce quartier-là, à l'époque, c'est le quartier réputé être le plus chaud de Nantes. Et on a effectivement des sacrés numéros à l'époque qui sont capables de faire des choses assez phénoménales. Et puis c'est une période aussi, cette période-là, où je vais rencontrer via un film un acteur qui va me fasciner. En tout cas, le personnage qu'il va jouer, c'est Al Pacino, qui interprète le rôle d'Antonio Montana dans Scarface. Et donc, effectivement, moi j'étais bourré de complexes, quelqu'un d'extrêmement frustré. Le fait de le voir, lui, la fascination qu'il va exercer sur moi va être telle que je vais vouloir en être. Et dans le quartier, il y a des jeunes qui commencent à lui ressembler. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, voir dans mon quartier un jeune de mon âge se balader avec une liasse de Pascal comme ça. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Pascal, à l'époque, c'était 500 francs, le billet de 500 francs. Et puis, il vous en donne un. 500 francs à l'époque, avant de le liquider, le billet, eh ben, on avait de la distance pour ça. Et donc, vous voyez ça et vous dites... mais c'est un bonhomme, lui. C'est quelqu'un qui a tout compris. Il est libre, il est grand, il est fort. Et c'est à ça qu'on veut ressembler. Donc,
les fréquentations ont joué ce rôle effectivement qui ont fait que petit à petit on va devenir des gens assez méchants. Et puis il y a un second tournant dans votre prime jeunesse, c'est la mort d'un de vos amis sous les balles d'un gendarme. Alors oui, juste avant ça, je tiens juste à préciser que quand je raconte tout ce passage de ma vie dans le livre, c'est pas du tout pour me la jouer, comme on dit, ouais, il a eu un passé de truand, c'était un mec. Non, moi j'ai jamais aimé voler. J'ai toujours été animé par la peur, parce que peut-être s'imaginer qu'un jeune issu de l'immigration, un basané, un mec d'origine difficile, il a ça dans le sang. Non, moi j'avais pas du tout ça dans le sang. J'ai jamais aimé faire ce que j'ai fait et j'ai traîné beaucoup de regrets pendant longtemps. Donc je tiens à le préciser quand même, parce que c'est vrai que souvent les raccourcis font qu'on généralise, qu'on essentialise et qu'on pense que voilà, dans le code génétique d'un jeune issu de l'immigration algérienne, marocaine ou tunisienne, automatiquement il a l'option, cette série, voleur attitré professionnel. Non, j'ai jamais aimé faire ça. Et c'est vrai qu'en 85, donc, alors qu'on était en train de préparer un film avec un certain nombre de jeunes du quartier, au centre socioculturel du Jamais, un jeune homme qui était parmi nous, qui était un peu plus âgé que moi, qui s'appelait Redouane, donc part travailler, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Travailler, ça veut dire qu'il partait cambrioler une maison. Et donc, au moment du cambriolage, il se prend une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire qui devait avoir son âge, ou peut-être même un peu plus jeune que lui. Et donc, séisme monumental dans ma vie, je suis abasourdi, je suis sur le derrière, c'est vraiment le cas de le dire. Et je suis en train vraiment de me demander ce qui est en train de se passer. Parce qu'on volait jusqu'à maintenant, la pire des choses qui pouvaient arriver, c'était de vous faire attraper par la police et puis de vous retrouver en cabane, en prison. Au-delà, on n'avait jamais vu. Et le fait d'avoir été avec Redouane la veille, en train de le filmer, et que le lendemain, on apprenne son décès, que j'apprenne son décès, moi personnellement, ça m'a effectivement bouleversé. Et c'est là où j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Parce que les questions sont sorties les unes après les autres, mais il n'y avait pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? La France est en train de tuer ses enfants, ou alors elle considère que ce n'est pas ses enfants, et c'est pour ça qu'elle les tue. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je suis vraiment perdu au sens le plus large du terme, complètement paumé. Et alors c'est à ce moment-là que la religion, l'islam en l'occurrence, va prendre une importance nouvelle dans votre vie. Alors il faut rappeler les choses, vos parents étaient des musulmans naturels, en quelque sorte, ça allait de soi. Et vous ne vous posiez même pas la question. Dans votre enfance, un jour où vous retournez au bled, où vous retournez au village, il y a quand même quelque chose qui ressemble à une première conversion. Et d'ailleurs, votre cousine, je crois, vous met en garde, surtout ne commence pas à prier si tu n'es pas sûr de continuer. Mais une fois revenu en France, bon, vous laissez tomber tout cela, et puis avec la mort de votre ami, là c'est une seconde conversion qui se réalise. Alors oui, ça va prendre un peu de temps, donc j'ai pas tout écrit dans le livre, mais il va y avoir toute une période où je vais sombrer dans la consommation de drogue, toujours les drogues douces bien entendu, mais beaucoup, parce que j'ai pas envie de sortir la tête de l'eau, j'ai envie de rester dans cette espèce de monde où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse, sauf que je suis tiraillé de l'intérieur et qu'effectivement, parce que je ne l'ai peut-être pas dit aussi, l'éducation de mes parents, l'éducation que j'ai reçue est une éducation qui a fait de moi quelqu'un qui aime le calme, la paix et la sérénité. Je ne suis pas un homme à embrouille, je déteste ça en réalité. Je me suis retrouvé à faire des choses souvent contre-naturées. Et j'ai eu ce besoin de retrouver cette sérénité, ce calme. Et la chose vers laquelle je me suis retourné, c'est l'islam, parce que j'y avais goûté effectivement lors d'une période de vacances à El Kantara, où j'avais décidé avec mon cousin, comme ça, de commencer à faire la prière et puis d'aller de mosquée en mosquée. Et c'est vrai que l'islam là-bas, ce côté... il est inscrit dans une culture où ça passe vraiment de manière très naturelle. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, c'est un truc normal, quoi. C'est pas un truc bizarre. Et donc j'ai ce souvenir, et ce souvenir va m'aider à vouloir aller tout doucement vers la religion musulmane. Je suis issu d'une famille qui ne s'est jamais réclamée de l'islam, mais qui,
faisait le ramadan, mais sans jamais nous dire de le faire, la prière sans jamais nous demander de le faire. Mes parents n'ont jamais, jamais, à aucun de nous, on est 5 garçons, demandé quoi que ce soit à ce niveau-là. Et donc je vais aller tout doucement vers l'islam et je vais m'en cacher justement. Je vais être un musulman clandestin. Alors, je vous le dis parce que ça peut vous paraître couler de source, mais non, parce que ma mère est une femme qui a du caractère, et puis ma cousine, comme vous l'avez dit, m'a effectivement mise en garde à une époque, ne commence pas si tu crains un jour d'arrêter la prière. Il s'avère que j'ai commencé et j'ai arrêté. Et donc j'avais sans doute peur de commencer et d'arrêter à nouveau. Donc je l'ai fait en cachette et ma mère m'a surpris un jour alors que je faisais la prière. Et quand elle m'appelait que je ne répondais pas, elle a débarqué dans ma chambre. Puis elle a vu que je faisais la prière, donc elle a refermé la porte. Mais pour elle, il n'y a rien d'acquis. Elle attendait de voir parce que commencer c'est une chose, durer c'en est une autre. Et je vais me rendre à la mosquée, ici à Malakoff, la mosquée El-Furqan, qui est le lieu où l'islam se pratiquait à l'époque. Le premier contact d'ailleurs avec la mosquée, avec l'imam de cette mosquée, qui est irakien, n'est pas très bon. C'est à l'occasion de la mort de votre ami. Et bon, vous n'êtes pas particulièrement bien reçu, et en fait, ce n'est pas à la mosquée, mais c'est au centre socioculturel que vous allez essayer d'organiser une cérémonie pour faire le deuil de votre ami. Ah, tout à fait. Il a vraiment bien lu le livre, il n'y a rien à dire. Sauf que quand j'interroge un auteur, j'ai la faiblesse de lire ses livres. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, donc on est parti pour accomplir ce qu'on appelle Salat al-Janaza, c'est-à-dire la prière mortuaire à la mosquée. Puis on est accueilli par cet imam irakien qui d'abord ne parle pas le français, qui est très charismatique, mais qui, quand on s'assoit, alors qu'on est, nous, dans cette posture, en tout cas moi, je ne sais pas comment pensaient les autres à l'époque, mais moi, je voulais entendre des choses qui allaient m'expliquer ce qui venait de se passer. La mort, qu'est-ce qui se passe après, pourquoi, le destin, toutes ces choses-là. Et puis lui nous a parlé du conflit israélo-arabe. Je ne vois pas le rapport jusqu'à aujourd'hui encore, mais bon, il faut croire qu'il était, lui, sur une autre planète et ce n'était pas du tout la nôtre. Et effectivement, on va s'improviser, nous, une espèce d'hommage au centre socioculturel du Jamais, où on va vider toute une salle, on va dérouler une moquette, on va ramener un poste-cassette. Tout le monde sait ce que c'est qu'une cassette. Parce qu'il y en a, ils ne savent même plus. Enfin, il existe aujourd'hui des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une cassette. Le public n'est pas si jeune. Non, mais j'en vois certains, j'en ai vu certains, c'est surtout pour les jeunes que je parle. Et donc la cassette, c'était du Coran qui tournait en boucle, et nous, on venait, on s'assoyait, et on avait dit à tous ceux qui voulaient entrer, on avait mis un petit écriteau, entrez sans vos chaussures. Donc il n'y a personne derrière tout ça, il y a juste une initiative spontanée prise par des amis de Redouane, et puis on s'assoyait là des heures et des heures et des heures. Et un soir, on a fait venir à manger un couscous, et puis peu de temps après, le centre socioculturel du Jamais a fermé ses portes. Parce qu'il se passait un truc qui n'était pas, j'allais dire catholique, non, qui n'était pas laïque. En tout cas, quelque chose qui posait vraiment problème. Et donc là, il va y avoir toute cette période où je vais chercher de mon côté, et je vais effectivement me retrouver à la mosquée, où je vais faire mes premiers pas en tant que musulman pratiquant d'abord, et puis après en tant que militant. Alors, un des points sur lesquels votre livre m'a laissé sur ma faim, c'est précisément ce moment. Parce que vous vous tournez vers l'islam, mais après tout, pourquoi? Alors vous dites que ça procède probablement du désir de structurer une existence, mais il y a d'autres moyens de structurer une existence que la religion en général et que l'islam en particulier. Alors pourquoi? Parce que et le savez-vous d'ailleurs? Oui, je pense que je le sais en partie en tout cas. Je suis à une période de ma vie où pour moi la France c'est réglé. C'est pas mon pays. Donc on est entré dans cette phase que j'intitule dans le second chapitre une incompatibilité indiscutable. Il y a eux et il y a nous. Donc si je dois trouver des réponses, c'est certainement pas chez eux. Donc tout ce qui est l'école, etc., je l'assimile volontiers, moi, à la mort de Redouane, à la guerre d'Algérie, à la colonisation. Donc il n'y a rien à piocher là-dedans. Qu'est-ce qui me reste du côté de chez nous, la délinquance, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis en quête de sérénité, j'ai ce souvenir, et j'ai le sentiment que l'islam apporte cette sérénité. Et c'est le cas de pas mal de jeunes qui, lorsqu'ils reviennent à l'islam après un drame ou après quelque chose qui les a marqués, il se passe généralement chez eux la même chose, c'est-à-dire que
ils s'imaginent qu'ils vont vivre le nirvana d'entrée de jeu. On va commencer à faire la prière et ça y est, il va se passer un truc. Or, j'allais dire à 95%, dans 95% des cas, pour ne pas dire dans 100% des cas, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, c'est une gesticulation, la prière. La dimension intérieure, c'est quelque chose qui est censé se travailler dans ce qu'on appelle, et dans ce que les mystiques appellent le cheminement, as-suluk. C'est-à-dire qu'on est là vers quelque chose qui va demander beaucoup de temps. Et comme je me rends compte que je mets en pratique quelque chose qui ne m'apporte rien, à part le fait de goûter à quelque chose de tout neuf, c'est-à-dire une nouvelle pratique, mais intérieurement il ne se passe rien, donc il faut que je mette du contenu. Mais vous savez que dans une autre ère culturelle, Pascal, que vous citiez tout à l'heure pour ses billets, a écrit quelque chose du genre faites la prière, faites des gestes, agenouillez-vous, et c'est comme ça que la foi viendra. Oui, en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle est venue en ce qui me concerne. C'est pas comme ça. En fait, je dis toujours que mon militantisme est né de cette misère spirituelle flagrante, parce que culturellement, intellectuellement, j'ai pas les outils. Juste ici. D'accord, pardon. Donc c'est pas le. Il n'y a pas de livre à la maison. Donc il n'y a pas eu d'échange autour de ces questions-là. Et je vais apprendre sur le tas. Mais il s'avère que la mosquée dans laquelle j'arrive, c'est une mosquée qui est une mosquée tenue par des frères musulmans. Donc automatiquement, mon approche va prendre cette direction-là. Et je vais entrer dans quelque chose qui va me faire découvrir un autre personnage après Antonio Montana, qui s'appelle Hassan al-Banna, qui est le fondateur de la confrérie des frères musulmans, qui a vécu au siècle dernier en Égypte. Et donc, on est là face à quelque chose où l'enfermement va être encore plus important, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eux, il y a nous. Il y a des réponses que moi j'obtiens depuis l'islam, en tout cas c'est l'illusion dans laquelle je me trouve. J'oublie que j'ai toute une histoire, j'oublie que je suis allé à l'école en France, j'oublie toutes ces... et je me construis un nouveau farid, c'est-à-dire l'islam m'a ouvert les bras, m'a accueilli quand la France m'a abandonné. C'est un petit peu ce qui se passe dans mon esprit, et là, effectivement, ça donne du carburant pour devenir ce militant qui va considérer que de toute façon, l'idée, c'est pas de faire que l'islam s'adapte à la France, ou qu'on envisage un islam français ou un islam de France au lieu d'un islam en France. Non, dans mon esprit à moi, c'est ce que je comprends à l'époque, je me dois de vous islamiser et de faire du pays dans lequel on vit, on va commencer par Nantes, une république islamique. Voilà. Alors, vous venez de parler des frères musulmans, là, c'est la suite de votre évolution, la poursuite du virage que vous avez entamé à ce moment-là, et vous voyez dans quelques-uns des frères musulmans que vous côtoyez à la mosquée, des personnages exemplaires, organisés, structurés, charismatiques, qui en fait prennent le relais des mauvais garçons de votre adolescence et même des héros de cinéma. Alors oui, en tout cas, il y a peut-être une nuance à apporter ici. Il y a l'imaginaire que je me fais de Hassan al-Banna et de ses disciples, qui pour moi sont tous des mecs qui font 2,15 m, qui sont taillés en V, qui ont la barbe taillée au laser, qui sont hyper sérieux et qui font les choses de manière hyper efficace. Et puis, il y a la rencontre avec les frères musulmans en chair et en os ici. Bon, il y a une grande différence. Ils sont un peu moins bien que ce qu'on avait rêvé. Ouais. Mais c'est souvent comme ça, de toute façon. La vie. Ouais. Donc, il y a une première petite désillusion qui va s'installer, parce que dans mon esprit, il faut que vous le sachiez, moi je suis devenu frère musulman sans le savoir. C'est-à-dire qu'un beau jour, on m'a emmené par la main chez ce fameux imam irakien, deuxième rencontre, pour que je prête allégeance auprès de lui, mais sans que j'ai été prévenu. J'arrive chez lui, puis on discute un petit peu, il me demande de parler des frères musulmans, je le fais, j'en discute, et puis il me demande la main, et puis il me demande de répéter après lui une formule en arabe, dont je maîtrisais un mot sur 12. Mais je deviens frère musulman comme ça, pour en avoir entendu parler. Et effectivement, dans mon esprit, ils n'existaient pas en France. C'est ce qui faisait le charme d'ailleurs des frères musulmans, c'est que pour moi c'était une histoire ancienne, quelque chose de loin, donc un côté un peu cinéma. Et quand j'apprends qu'il en existe en France et qui plus est à Nantes, bah je me dis, je serais curieux de savoir à quoi ils ressemblent. Et puis j'arrive, effectivement, je trouve des êtres humains, tout ce qui est de plus normaux, sauf que, effectivement, on est là face à des gens qui acceptent de me prendre en charge, qui acceptent de me donner une éducation, entre guillemets, religieuse, et c'est par le biais de certains d'entre eux que je vais
renouer avec les études. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que parmi les choses qui ont fait que j'ai vraiment sombré, c'est le fait que j'ai coupé avec l'école, j'ai arrêté d'y aller, bref, je me suis retrouvé à faire un BEP de mécanique générale, et puis, etc. Et puis j'ai réussi à avoir un baccalauréat en productique, après quoi je suis entré faire de la sociologie grâce à des gens qui m'ont dit « mais va faire des études ». Dans mon esprit, c'est pareil. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire des études. Et c'est à partir de là où je vais commencer à lire un petit peu. Et un journaliste qui me demandait l'autre fois quel était mon premier choc littéraire, je lui ai dit c'est le Suicide de Durkheim, qui est le premier livre que j'ai dû lire à la fac. Donc j'ai failli me suicider, pour tout vous dire, parce que il fallait se le farcir, le bouquin de Durkheim. Donc voilà ma première rencontre. Et une des caractéristiques des frères musulmans en France, donc de l'UOIF, c'est effectivement leur capacité à organiser des activités avec peu de moyens et faire venir beaucoup de monde. Et ça va être la mode d'ailleurs. Alors d'ailleurs, vous-même, vous allez devenir un militant actif. Vous racontez là, la fondation des jeunes musulmans de France, dont vous allez devenir le président, et vous expliquez que à Nantes, il y a de nombreux jeunes qui rejoignent les rangs des JMF. D'autres arrivent d'Angers, de Saint-Nazaire, des cercles qui se créent. Et c'est intéressant parce qu'on a un ancien élu nantais ici. Vous dites qu'au sein de la municipalité, on semble s'interroger sur votre activité, des inquiétudes filtrent quant à la tournure que prennent les événements. Alors comment ça se passe vis-à-vis des pouvoirs locaux ? Bah écoutez, moi il faut savoir que je suis à l'époque dans la peau de celui qui se prend pour et Antonio Montana, et Hassan al-Banna, et Malcolm X. Tous les trois sont morts. Ils se sont fait descendre. Donc vous imaginez un petit peu la perspective qui est la mienne à l'époque. Je veux être martyr. Donc effectivement, on va mettre des choses en place. Et moi, j'ai le sentiment que ce qu'on fait, ça marche. Mais plus que ça, alors non seulement je suis jeune, mais en plus je suis persuadé de détenir la vérité. Et puisque ce que je mets en place fonctionne, parce que c'est un concours de circonstances en réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de proposer quelque chose à un moment donné où les questions sur l'intégration posent problème, les réponses qu'on apporte ne sont pas du tout claires, et nous, on arrive avec cette nouvelle proposition. Et comme toute nouvelle proposition, ça fonctionne. On proposait des choses, voilà, des conférences où des mecs venaient nous tenir le crachoir pendant 1h30, on était subjugués, etc. Et effectivement, à l'époque, il y a eu des petits accrochages avec certaines personnes de la municipalité. J'espère qu'ils m'en tiennent pas rigueur aujourd'hui. Il y a prescription, paraît-il. Mais oui, moi je voulais, et j'avais envie d'être l'homme à abattre. Et je voulais pouvoir me reconnaître et me voir dans le regard de l'autre et pouvoir lire dans son regard qu'il me craint. Il me disait, il est en train de me craindre, donc je suis dans le vrai. Je défends la vérité. Et je pense qu'effectivement, une structure qui avait très peu de subventions à l'époque, et qui était capable de mobiliser autant de jeunes, je peux comprendre que ça peut inquiéter des élus qui se disent bah voilà, on va pas avoir la main sur ce qui est en train de se passer, ça peut peut-être nous échapper, ça peut peut-être surtout aller entre les mains de l'opposition. Donc ça, c'est tout à fait politique et on peut le comprendre. Alors vous montez en grade en fait dans l'organisation, comme je disais tout à l'heure en introduction, vos talents d'orateur vont faire merveille, vous intervenez de plus en plus fréquemment dans différents lieux, et en même temps, on a le sentiment qu'au contact des vrais frères musulmans, qui ne mesurent pas tous 2,10 m, comme vous le disiez à l'instant, certaines déceptions, certaines désillusions va vous gagner. Et vous avez des passages très intéressants sur l'usage de la langue arabe. La langue arabe comme outil de domination au sein de l'organisation. Et vous, vous parlez un peu arabe, mais vous parlez surtout le français. Et c'est un grave handicap. Alors voilà, c'est la double violence. C'est-à-dire qu'il y a eux et nous. C'est-à-dire eux, c'est tous les non-musulmans, et nous, c'est les musulmans. Et au sein de la confrérie des frères musulmans, il y a aussi eux et nous.
Donc c'est nous les francophones, on n'est pas très nombreux, et puis eux les arabophones, qui effectivement, à un moment donné, voient que le centre d'intérêt est en train d'un petit peu de se déplacer et va vers quelque chose qui ressemble à des manifestations, des rencontres où on commence à brasser pas mal de monde et où certains élus viennent et où ça parle le français et on veut me rappeler à l'ordre régulièrement. Donc dans nos cercles, la langue arabe est utilisée pour me rappeler que... Hey, reviens à ta place. Toi, tu n'es pas un frère musulman à part entière, tu l'es entièrement à part. Comprenez par là que de toute façon, et j'ai eu beau bosser, parce que j'ai bossé, j'ai appris l'arabe littéraire. Je lis aujourd'hui couramment, je le parle. Ça n'a rien changé pour autant, parce qu'il y a effectivement 3 dimensions au sein de la confrérie des frères musulmans, mais on peut le retrouver dans d'autres types d'organisations, je pense. Ces leviers qui permettent de dominer et de rester dominant. C'est l'ancienneté. Si vous n'êtes pas ancien, n'espérez pas gravir les échelons. Deuxièmement, la langue arabe, très important. Si vous ne la maîtrisez pas, et même quand vous arrivez à la maîtriser, de toute façon, on fera comme si vous ne la maîtrisiez pas. Et puis, troisième élément, il faut que vous soyez docile. Et bon, moi, il s'avère que mes parents sont originaires d'une région équivalente à celle de la Bretagne, c'est-à-dire que c'est des têtes de mule. Eh bien, je suis doublement tête de mule, eu égard à ces 2 origines-là. Et donc, ça a fait qu'à un moment donné, il y a eu un certain nombre de clashs qui ont fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder la structure avec un regard un peu plus critique. Mais un peu plus critique également parce que moi-même, j'ai appris au fur et à mesure un certain nombre d'enseignements qui, si vous voulez, vont dans le sens de la discrétion, l'appel à l'humilité, le fait de ne pas rechercher les projecteurs. En réalité, j'étais totalement à l'opposé de tout ça. Le fait de monter sur une estrade et d'avoir en face de moi 7 à 8 000 personnes, j'imaginais ce que ça peut faire au niveau du melon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego, là où j'allais, il ne rentrait plus. Et il est trop balèze pour m'accompagner. Donc, et c'est un petit peu cette incohérence qui va commencer à prendre du terrain et grandir en moi, qui va me dire, tu fais peut-être fausse route, parce que je me rends compte que finalement, tout le monde est comme ça. Tout le monde, sauf de rares exceptions, tout le monde a envie d'être devant, tout le monde a envie d'être mis en avant, tout le monde a envie de briller, alors qu'en réalité, les enseignements qui sont ceux que j'ai pu découvrir, notamment ceux des mystiques et des saints de l'islam, c'est être capable de s'effacer, d'être humble, modeste, partageur, etc., etc. Et ça, c'est pas présent. Vous citez une anecdote, un autre moment où vous allez vous éloigner de l'UOIF, c'est ce jour où il y a cette rencontre entre les responsables de l'UOIF et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et des cultes, qui vient rencontrer les dignitaires de l'UOIF. Et là, vous l'ouvrez alors qu'on ne vous demandait pas de parler. Et ça jette un froid, semble-t-il, et du côté du ministre et du côté de vos coreligionnaires. Alors le froid, c'est du côté de mes coreligionnaires, le chaud, c'était du côté du ministre, parce qu'il s'est un petit peu énervé, effectivement. Mais bon, l'histoire a une histoire en réalité. Et c'est vrai qu'à l'époque de la création du CFCM, Sarkozy fait quelque chose de particulier. Le Conseil français du culte musulman. Pardon, oui, le Conseil français du culte musulman. Il fait quelque chose de particulier, c'est qu'il normalise la présence de l'UOIF au sein du CFCM, du Conseil français du culte musulman. Il normalise cette association, mais pour mieux la neutraliser. Et finalement, moi qui suis une grande gueule, excusez-moi l'expression à l'époque, je vois ça plutôt d'un mauvais œil parce que je sens qu'on est en train de se couper de notre base, entre guillemets, et on est en train de se décrédibiliser en termes de structure militante qui devrait être à l'avant-garde du militantisme islamiste, etc. Et donc l'idée, c'est que dans les conseils d'administration, je tape du poing sur la table, et on est quelques-uns à le faire, pour dire il faut qu'on quitte le CFCM. C'est pour nous quelque chose qui est en train de ruiner notre réputation, il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre, il faut qu'on se barre, sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les dirigeants de la structure, surtout le bureau exécutif, avaient fait des promesses à Nicolas Sarkozy. Mais ça, ils ne nous l'ont pas dit, on ne le savait pas. Mais on a réussi, via un vote, à faire en sorte de dire l'UOIF quitte le CFCM. Et en plein dimanche, Nicolas Sarkozy exige de venir nous voir. Et il débarque. Donc il est précédé d'une délégation canine qui va rentrer dans la mosquée
sentir s'il n'y a pas une bombe de planquer, ça va me mettre énormément en colère, parce qu'on n'est pas des terroristes, même si je peux critiquer l'UOIF. Et puis tout le monde était en train d'arranger sa cravate, sauf que lui, il est venu sans cravate. Et vous étiez en sandales et en t-shirt? Ah, moi, c'était la tenue estivale, on était en été, j'ai débarqué, effectivement, puis j'avais le crâne rasé. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la tête que ça peut faire. Hein, effectivement, en arrivant, je croise le président de l'UOIF, agacé, il fait la bille en marmonnant des choses, j'ai pas tout compris, puis il me pose la question, hein, il me dit, tu comptes prendre la parole? Je regarde, je sais pourquoi, il y a un ticket à tirer pour prendre la parole, il faut me dire, si tu veux pas que je prenne la parole, je m'en vais tout de suite et tu me reverras. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Puis j'en vois un deuxième, il me pose la même question. J'ai bien cru comprendre qu'il craignait quelques débordements de ma part. Mais bon... et on s'était mis d'accord pour qu'on accueille le ministre et puis que chacun parle librement. Finalement, et effectivement, quand j'ai vu la manière dont Nicolas Sarkozy s'est exprimé, j'ai demandé à prendre la parole, puis je l'ai interpellé sur 2 points, notamment sur le respect de la laïcité, l'ingérence de l'État et des États étrangers dans les affaires du culte, et en l'occurrence du culte des musulmans ici. Et puis la deuxième, c'est qu'il s'est exprimé sur les bancs de l'Assemblée en disant « Mes amis ont gagné les élections au CFCM ». L'air de dire que les autres, ce n'étaient pas ses amis, c'est-à-dire nous. Et je trouvais qu'il y avait là un double langage. Ce que je lui ai balancé, il n'a pas apprécié. Donc ça s'est terminé en une séance de psychanalyse, puisque Nicolas Sarkozy, au lieu de répondre à mes questions, il m'a dit « J'ai été jeune comme vous, très virulent comme vous, mais ça passera avec l'âge, mais sachez que c'est un signe de fragilité, etc. etc., etc. » Bon, je le remercie, c'était gratuit en plus la séance. Donc mais ce que je ne savais pas, c'est que finalement, le bureau exécutif, lui, s'était mis d'accord avec Sarkozy. C'est pour ça qu'il était venu et c'est pour ça qu'il était en colère. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait ce revirement, ce retournement de situation. Et c'est un des éléments qui, moi, m'a amené à quitter l'UOIF parce que je me suis dit, on n'est pas des bonhommes, d'autant plus qu'après mon intervention, personne ne m'a applaudi. Mais quand Nicolas Sarkozy me fait sa psychanalyse à dessous, eh ben, il y a une partie du conseil d'administration, mon conseil d'administration, qui applaudit Nicolas Sarkozy. Et je ne comprends pas bien pourquoi il fait ça à l'époque. Donc voilà, c'est un des éléments qui a fait que j'ai quitté la structure. Votre livre s'intitule « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ?» En le lisant, je ne suis pas sûr d'avoir obtenu la réponse. Parce que j'ai bien compris la déception que vous avez rencontrée au regard de la réalité de l'UOIF par rapport à vos rêves. Mais après tout, ça c'est humain, trop humain. Toutes les organisations sont décevantes. Est-ce que c'était suffisant pour cesser d'être islamiste? Alors ça, ce sont les premiers éléments qui ont fait qu'à un moment donné, ma déception quant à l'incapacité que l'UOIF a apporté cette religion dans un pays qui s'appelle la France, c'est la première déception. Et qui fait que j'ai envie de m'arrêter. Donc là, on est plus dans la déception qu'autre chose. Mais avec les années, ce qui va se forger dans ma conception et ma perception des choses, c'est qu'en fait, l'islamisme nuit gravement à l'islam. Et là, l'islamisme, peut-être devrais-je l'expliquer tel que moi je l'entends, c'est un mot valise dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Il s'agit ici d'user d'une religion pour des buts purement politiques, c'est-à-dire faire valoir des revendications en direction d'une communauté en particulier, là en l'occurrence la dite communauté musulmane, qui pour moi n'existe pas, mais ça c'est un autre débat. Donc le fait de voir que finalement ce qui prend le pas sur tout ça, c'est le politique, le fait d'en arriver à cette idée que la religion à laquelle je crois, le Dieu auquel je crois, n'a pas cette capacité à être universelle. C'est-à-dire que sa religion est incapable de prendre place sereinement dans un pays laïque. Ça me pose question. Donc je me dis peut-être que le Dieu auquel je crois, ce n'est pas le bon Dieu. Et la religion à laquelle je crois, je me suis planté de religion. Donc c'est surtout à ce moment-là que je me rends compte que des individus prétendant justement servir Dieu vont se servir de lui. Des individus prétendument au service des hommes vont commencer à se servir des hommes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, mon souci de cohérence, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va m'amener à prendre cette décision qui consiste à dire je ne peux pas continuer à me mentir et à mentir aux gens que je rencontre. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je ne parle pas que de l'UOIF, je parle surtout de moi et des erreurs que j'ai pu commettre. Je pense que j'ai contribué à salir l'image d'une religion qui n'est pas ce qu'elle
peut apparaître, en tout cas au regard d'un certain nombre aujourd'hui. J'ai ma part de responsabilité, et je le dis, et c'est ce qui fait que j'ai cessé d'être cet islamiste-là. Une dernière question avant de passer la parole à Gabriel et puis bien sûr à la salle. Vers la fin du livre, vous écrivez « Il reste encore beaucoup à faire avant que l'islam n'acquiert la nationalité française. Incontestablement, mais c'est en bonne voie, le chantier est amorcé, le processus d'acculturation est en marche, un processus qui, à terme, ce que vous venez de dire, permettra de dépasser l'enveloppe culturelle arabo-maghrébine de l'islam pour le rendre capable d'épouser pleinement la culture française, n'en déplaise aux Antilles des deux bords, aux gardiens jaloux d'une France en danger, adeptes du rejet de la grève d'un côté et de l'autre, les donneurs présumés inscrits au registre international des refus de dons d'islam, considérant sa francisation comme une corruption du message. Alors, c'est quelque chose que vous avez écrit avant les attentats de janvier. Est-ce que ces attentats n'ont pas complètement changé la donne? Est-ce que l'acculturation que vous décrivez n'a pas été brutalement interrompue? Il se trouve que nous venons de publier, enfin il n'est pas encore en vente, mais vous pourrez trouver ce soir, un numéro de Place Publique consacré à la laïcité, intitulé « Le pacte en péril », et où nous citons entre autres un certain nombre de sondages qui montrent qu'une part croissante des Français estiment que l'islam est incompatible avec la République. Alors moi je peux comprendre que effectivement des sondages donnent ce type de résultats. Maintenant il faudrait pouvoir poser les bonnes questions pour au moins amorcer des éléments de réponse qui vont nous permettre de construire quelque chose qui vont aller dans le bon sens. Alors les événements de janvier peuvent apparaître comme effectivement problématiques par rapport à ce que vous venez de lire et par rapport au processus d'acculturation. Quoique, une étude a été faite aux États-Unis après les événements du 11 septembre, et pendant une année, il y a eu 165 bouquins qui ont été écrits sur l'islam, et ça a été clairement défini comme étant le marché de l'angoisse, le marché de la peur. Et on en discutait tout à l'heure en aparté, depuis les événements de janvier, des 7 et 9 janvier derniers, même de la part des médias, on a le sentiment qu'il y a comme une envie de comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment se fait-il que des enfants de la République, parce qu'on ne parle pas d'islamistes venus de Kaboul, hein, on parle de jeunes gens qui, comme moi, sont nés en France, ont grandi ici, comment peut-on en arriver à cela? Donc la question est immense. J'ai entendu beaucoup de spécialistes prétendant détenir la réponse. Je suis assez perplexe. Moi-même, je m'interroge et je me pose des questions. Alors quand je dis que le processus est en marche, il faut savoir que beaucoup de choses ne se voient pas, mais elles fonctionnent. Elles se sont mises en place. Je vous donne juste un exemple, je le donne souvent. Sachez qu'à une époque, pour un imam monter sur sa chaire le vendredi et s'adresser aux fidèles en langue française relevait de la plus grande des hérésies. Donc ce n'était pas possible. Pour une des raisons évoquées, c'est que c'est la langue du colonisateur fraîchement, qui venait fraîchement de quitter l'Algérie. Donc on ne pouvait pas utiliser cette langue. Sauf que, d'un point de vue canonique, ça ne pose aucun problème en réalité. Au contraire. Et il a fallu que certains imams bataillent. Il y en a deux en particulier auxquels je pense. Un qui est déjà intervenu ici, qui est l'Arbi Keshat, qui officie à Paris, et un autre dont je parle beaucoup dans le livre et qui s'appelle Tarek Obrou, qui lui a fait en sorte que... Qui a été nantais et qui maintenant est bordelais. Qui a été imam ici à Nantes, effectivement, que j'ai loupé de peu. En fait, je suis arrivé juste après qu'il soit parti et j'ai hérité à sa place de l'Irakien. Donc, voilà. Mais ce processus est en marche en réalité. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est par exemple l'incapacité qu'ont la majorité des imams à avoir une maîtrise de l'histoire, de la culture, des philosophies qui font notre pays. Un exemple, beaucoup de jeunes
pour ne pas dire la majorité issue de l'immigration, n'ont aucune idée. J'étais de cela, de ce que peut représenter en réalité la liberté d'expression. Le fait que le blasphème n'existe pas en France, enfin pas dans toute la France, une partie. Le fait que la presse satirique a son histoire. Quand on n'est pas au courant de tout ça, qu'on est un croyant fraîchement converti, qu'on soit d'origine maghrébine ou français de souche, comme on le dit de manière impropre, on peut se sentir offensé, ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que moi, j'ai entendu des gens disserter, conjecturer autour de ces jeunes qui ne comprennent rien à rien, mais ces jeunes vont à l'école de la République et on ne leur a pas parlé de cette histoire. Ou en tout cas, on n'a pas su leur transmettre réellement en quoi c'est important de pouvoir s'exprimer librement, en quoi c'est important la liberté de conscience, la liberté d'expression, en quoi c'est important de comprendre que la laïcité, c'est un acquis fondamental qu'il faudrait préserver. Moi, j'ai mis du temps à piger ce truc-là. J'essaie maintenant de le faire comprendre à des jeunes qui m'opposent exactement les mêmes réactions que j'opposais à l'époque à des gens qui venaient me dire « mais t'as rien compris à la laïcité ». Donc, en fait, le processus est en marche parce que c'est inévitable. Le processus de sécularisation est inévitable dans un pays comme la France. Donc, de toute façon, on va voir, et on est en train de le voir, une religion qui est en train de se séculariser, qui est en train de se franciser, qui est en train de se débarrasser de l'enveloppe, effectivement, culturelle, arabo-africo-maghrébine, pour devenir beaucoup plus française, parce que c'est un passage obligé si on veut éviter les problèmes et les drames tels que ceux auxquels on a dû faire face au mois de janvier. Mais ce que je voulais dire et qui me semble extrêmement important, pour ne pas passer à côté de ça, moi je pense que ça relève plus de problèmes psychologiques, socio-économiques, que de problèmes liés à la religion musulmane elle-même. Ça ne veut pas dire que dans l'islam, il n'y a pas des textes qui font appel à un moment donné à des versets où il y a de la violence, etc. Tout ça existe, mais décontextualisé, ça ne veut rien dire. Et c'est peut-être le problème que beaucoup de jeunes rencontrent aujourd'hui, c'est qu'ils ont une approche sauvage de leur religion, sans filtre, et notamment sans le filtre fondamental qui est celui de la raison et de l'esprit critique. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut, je ne sais pas si ça vous paraît beau, eh bien, mais tout ce que je peux vous dire maintenant, je l'ai acquis avec beaucoup de difficultés, avec les années. Et aujourd'hui, j'essaie de transmettre ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais de l'humour. Parce que je pense que l'humour est un très bon moyen de pouvoir dédramatiser, détendre les esprits, même des plus coincés, pour qu'à un moment donné, une fois qu'on est détendu, on puisse aller un petit peu plus en profondeur dans ce qui pourrait les gêner par ailleurs. Et c'est un petit peu le sens de ma démarche aujourd'hui, puisque en général, mon spectacle est suivi d'un débat avec le public. J'essaie d'y mettre une dimension un peu pédagogique. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Bien, on a déjà fait cet exercice-là tous les deux, donc je vais essayer de sortir des questions habituelles. Je voudrais revenir juste un instant sur Nantes quand même, sur vos rapports avec Nantes. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous êtes intervenu quand même souvent au rassemblement du Bourget, de l'UOIF, et que vous êtes arrivé d'haranguer la foule là-bas en leur disant « vous avez devant vous le futur maire de Nantes ». Je comprends que ça ait pu énerver ici, quand même, quand vous faisiez ce genre de déclaration, non ? Mais pourquoi ? Ça veut dire que j'avais des chances de le devenir ? Non, mais ça, il faut me le dire. On ne refait pas l'histoire. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si vous avez cessé d'être islamiste, vous n'avez pas cessé d'être musulman. Et comment vous vivez votre islam aujourd'hui ? Je crois que vous dites même que vous allez à la mosquée turque parce qu'au moins vous ne comprenez pas la langue. Oui, j'ai cessé d'être islamiste, mais je n'ai pas cessé d'être musulman. En fait, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas cessé d'être croyant. Je continue à croire qu'il existe un Dieu avec lequel j'essaie, j'allais vous dire, de communiquer. Non. En fait, je dis souvent, je l'ai dit dans une rencontre avec des jeunes musulmans en Belgique, je les ai choqués. Je leur ai dit, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à trouver, je cherche, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé encore. Voilà, et donc c'est le fameux dilemme. On cherche sans être persuadé d'avoir trouvé, parce que moi je crois en la possibilité de vivre des expériences mystiques.
spirituel de notre vivant. Et à ce niveau-là, Nirvana, je n'ai pas bien rencontré encore ce truc-là, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, j'ai compris que ça nécessitait une certaine discipline. Et quand je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est l'humilité qui vous amène à un moment donné à vous taire sur des choses que vous ne maîtrisez pas ou alors que vous n'avez pas vécues. C'est le grand mystique du XIIe siècle, Abu Hamid Ghazali, qui disait « Celui qui n'a pas goûté ne peut pas savoir ». Et moi, j'ai le sentiment que je n'ai pas goûté. Donc, je ne vais pas commencer à parler de choses dont, finalement, je n'ai pas goûté. Donc, je préfère aujourd'hui reléguer ma pratique et mon rapport à la transcendance, à Dieu, à ma religion, dans le domaine du privé. Et si je vais effectivement à la mosquée turque, c'est pas seulement parce que je comprends pas le turc, c'est parce que j'ai plus envie d'écouter ce que me racontent des gens qui parlent en arabe, je comprends, et qui, je vais vous le dire crûment, constituent une insulte à mon intelligence à un moment donné. Voilà, je supporte plus d'être... Alors la prière du vendredi, c'est de cela dont parle Gabriel. La prière du vendredi, c'est quelque chose qui relève d'un acte obligatoire pour celui qui bosse pas ou qui a le moment pour y aller. C'est entre 13h et 13h30. Et je dis toujours que cette prière est obligatoire. Si elle n'était pas obligatoire et qu'en plus elle était payante, l'entrée, je suis pas sûr que les imams ils auraient autant de monde qu'ils en ont aujourd'hui. Parce que vu le nombre de salades qu'ils racontent, voilà, moi ça me fatigue. Et donc au moins chez les Turcs je pige pas. Donc vous allez vous dire il est complètement taré ce gars-là. C'est à la limite, il veut se faire du mal, il va dans un truc, il pige que dalle, mais il y va quand même. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Mais oui, j'ai pas cessé d'être musulman, je continue à l'être, mais voilà, ça relève de quelque chose qui aujourd'hui est discret et intime. Et j'ai cessé de vouloir islamiser Nantes. De toute façon, ça n'a pas marché. Vous êtes aujourd'hui proche de Tariq Obrou, hein, Thierry l'a rappelé, qui lui-même est toujours frère musulman, en tout cas n'a pas dit le contraire, et a connu lui-même une certaine évolution. Parce qu'on l'a connu à une époque défendre le voile, et après dire mais non, c'est plus la peine que les filles portent le voile, etc. Cette proximité avec Tariq Obrou, c'est ce qui vous inspire aujourd'hui, ou c'est en tout cas vous êtes toujours dans cette relation aujourd'hui avec lui? Alors oui, moi je pense que ce qui me permet de sortir la tête de l'eau avec les années et de cesser d'être islamiste et donc de devenir quelqu'un d'un peu plus cohérent avec lui-même, c'est un certain nombre de rencontres. Et parmi lesquelles, une déterminante, c'est la rencontre avec Tariq Obrou, qui est un homme qui a évolué de manière phénoménale. Tant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel, c'est véritablement quelqu'un qui mène une recherche sur ce que devrait être l'islam aujourd'hui en territoire laïque, sécularisé, qui a son histoire judéo-chrétienne, etc., etc., etc. Et cet homme-là est pour moi une source d'inspiration, de libération, parce qu'il n'a pas ce discours culpabilisant. On n'en a pas parlé, mais ce qui plombe l'évolution de quelqu'un dans son cheminement, c'est d'avoir à digérer des textes qui vous culpabilisent à un point où vous vous dites que finalement, si vous voulez briller, eh ben, il va falloir aller vite et faire fort et frapper très fort. C'est peut-être ce qui anime l'attitude de certains jeunes. D'ailleurs, permettez-moi cette petite parenthèse qui a dû fasciner un certain nombre de jeunes, parce que je parlais de fascination tout à l'heure. Il y a la fascination d'un côté, et cette fascination peut être d'autant plus grande que l'individu est bourré de complexes. Et si les orateurs, les imams, n'appliquent pas dans leur manière de s'exprimer en public ce que Tariq Obrou justement appelle de ses voeux, à savoir y mettre de la théologie préventive, penser ce qui doit être dit pour que celui qui l'entende ne soit pas amené à le comprendre de travers et donc divaguer et finalement faire tout et n'importe quoi. Ce que je voulais juste vous dire, c'est vous faire un parallèle entre, pour celles et ceux qui l'ont vu, le film Scarface. Donc Al Pacino meurt à la fin et il est là parce qu'il s'est vraiment bourré de nez de cocaïne et il tient debout et on est en train de l'arroser et puis il dit c'est tout ce que vous avez, allez-y, encore. Bien, Koulibaly, quand il s'extrait de l'hypercachère, il y a quelque chose qui ressemble étrangement à cette scène, où le gars sort,
l'air de leur dire allez-y, et il se fait arroser. Et des jeunes ont fait tourner cette vidéo en boucle, et ce qui m'inquiète, c'est que des jeunes ont dit Koulibaly, c'est une carcasse, t'as vu comment il est balèze, t'as vu les pecs qu'il a, et t'as vu comment il est sorti, t'as vu comment il n'a pas eu peur. Ça, c'est inquiétant, c'est-à-dire que cette incapacité à distinguer ce qui relève de la fiction, du cinéma, et ce qui est réel. Et Internet joue un rôle là-dedans sur lequel il va vraiment falloir qu'on réfléchisse. Donc, Tarek Obrou, lui, continue d'être membre de l'UOIF parce que, d'après ce qu'il m'a dit, lui veut changer les choses de l'intérieur. Sauf que moi, je considère qu'aujourd'hui, l'UOIF est une structure qui est moribonde, qui est morte. Elle a un rassemblement annuel, mais c'est tout, c'est ma lecture des choses. Je pense que d'autres alternatives, ou en tout cas d'autres choses, vont se mettre sur pied. Mais j'ai rencontré beaucoup d'autres gens qui m'ont permis d'évoluer, notamment mon metteur en scène, Thierry Maillard, qui lui est un libertaire de gauche, athée, et voilà, avec qui on s'est frité un moment, et puis aujourd'hui, on est de grands amis. Dans les gens que vous avez côtoyés aussi, il y a eu Tariq Ramadan. Alors vous portez dans votre livre un regard plus ou moins mitigé sur cet intellectuel, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport-là et sur l'influence que lui, il a quand même toujours aujourd'hui sur un certain nombre de jeunes musulmans? Parce que c'est quand même pas négligeable l'influence de Tariq Ramadan. Alors Tariq Ramadan, il débarque dans ma vie à un moment donné, je commence à vraiment être déçu des frères musulmans. Il arrive de sa Genève natale, et je le découvre, et le monsieur, c'est quand même le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Donc vous imaginez, dans ses veines, il y a du sang de l'imam martyr qui coule. Donc moi, en plus, c'est un mec qui parle bien, il passe à la télé, il se débrouille plutôt bien, donc la bouffée d'oxygène, là, elle est magnifique. Et puis je me dis, voilà, on a notre futur leader. Sauf que Tariq Ramadan, c'est un Suisse. J'espère qu'il n'y a pas de Suisse dans la salle ce soir. Mais quand je vous dis que c'est un Suisse, c'est un Suisse. C'est un Suisse avec ce que cela peut impliquer. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, mais Dieu, ce qui peut être, casse-pied pour ne pas dire autre chose. Et c'est quelqu'un qui, comme moi, parce que lui a goûté beaucoup plus loin que moi la notoriété et le feu des projecteurs, c'est pas un ego qu'il a. Lui, il doit en avoir une dizaine qui trimballe en groupe, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas la critique. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Il s'avère que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je ne suis pas quelqu'un de docile. À un moment donné, on se familiarise avec l'individu, il propose un certain nombre de choses, on n'est pas d'accord, on émet, ici on était plusieurs, mais moi en particulier, nos points de désaccord, et puis ça va le mettre en colère. À un moment donné, il va nous infantiliser, nous parler comme si on avait 12 ans. Et puis ça va partir en vrille. Et donc, depuis cette époque, je me suis rendu compte qu'il a pratiqué ce type de comportement avec beaucoup de gens un peu partout, et que finalement, il a laissé sur le carreau beaucoup de déçus. Donc moi, je l'ai surnommé le Attila du militantisme islamiste. Là où Tariq Ramadan passe, il n'y a rien qui repousse, ou en tout cas peu de choses. Il faut aussi avoir cette idée que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un homme de terrain. Ce n'est pas un homme de terrain, Tariq Ramadan, c'est un homme de tribune, un homme de plateau TV, de station de radio. Ce n'est pas quelqu'un qui a un ancrage quelque part où il aurait effectivement à officier dans une mosquée auprès d'un public, etc. Ce n'est pas son cas. Sauf que lui vous dit que c'est un homme de terrain. Et puis ce qui m'amuse un peu, c'est quand il dit « nous, Français », ou quand il parle au nom de tous les musulmans de France. Ça m'amuse un peu parce que moi, d'abord, je ne pense pas qu'il soit français. C'est la première chose. Je ne suis pas raciste, mais c'est juste pour replacer les gens là où ils sont. Et deuxièmement, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Non, il y a une population de confession musulmane à discuter. Mais ce sont des Français avant tout. Et donc le fait d'envisager les choses comme ça, c'est de se dire que l'islam turc, c'est pas l'islam des Marocains, ni celui des Comoriens, ni celui des convertis à l'islam. Donc quand on met un peu plus de nuances dans tout ça, bah, ça permet d'éviter les raccourcis et de se planter. Donc aujourd'hui, juste pour terminer avec Tariq Ramadan, donc on ne se parle pas. On s'est fâché dur à l'ancienne. Bon, je lui ai fait comprendre que moi, il fait sa route et je fais la mienne, mais que si on devait avoir un débat en public, je me ferais un plaisir de m'asseoir et de débattre avec lui. Ce sera sport.
Dans votre vie d'aujourd'hui, donc hier il a dit, vous êtes devenu humoriste, donc vous faites toujours de la scène, mais c'est plus tout à fait la même. Ceci dit, comment vous êtes accueilli aujourd'hui par un public qui est longtemps venu vous voir pour autre chose? Alors je pense que ça a sans doute un peu évolué, mais comment ça se passe avec votre public aujourd'hui? Alors si vous me permettez, Gabriel, je vais dire deux choses. Comment ça s'est passé avec moi? Parce qu'il faut comprendre que j'étais un orateur, un zélateur acharné, le prédicateur, celui qui, quand il parle, détient la vérité et n'assène que la vérité, et parle des vérités premières et des vérités dernières. Et j'ai commencé, j'avais 23 piges. Donc je parlais de sujets comme ça, très sérieux, sans jamais rire. Et voilà. Donc le passage de ça à l'humoriste a été très difficile. C'est mon deuxième spectacle. Le premier était très compliqué. C'était une sorte de transition, un stand-up, où d'ailleurs mon metteur en scène, Thierry Maillard, m'a proposé certaines choses à faire sur scène. Il m'a dit, il serait bien que tu fasses ça là. Je fais, non, ça je peux pas faire. Mais tu fais du théâtre, ouais, non mais ça il faut que tu attendes un petit peu, ça j'y arriverai pas, faut me laisser un peu de temps. Et ça a été très dur pour moi. L'exercice, parce que je me suis retrouvé effectivement avec des gens que je connaissais, un public que je connaissais qui lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Pour illustrer une petite anecdote, deux jeunes femmes converties assistent à mon spectacle et viennent me voir à la fin, parce qu'elles me connaissaient, elles me disent pendant 40 minutes on s'est demandé si on pouvait rire ou pas. Parce qu'on n'a pas trop compris. Alors, est-ce qu'on avait le droit de rire ou pas? C'est-à-dire qu'il y a même ce type de questionnement. C'est vrai qu'il y en a qui se sont retrouvés un peu perdus dans tout ça. Sauf que, comme il y a le débat derrière, et qu'il y a un deuxième spectacle qui vient d'arriver, eh bien, beaucoup se mettent dans le spectacle, et je les entends, parce que j'ai commencé à comprendre aussi comment ça marche. Beaucoup rient de ce rire approbateur qui semble vouloir me dire « Ah !» Il l'a dit. Ça fait tellement longtemps que j'assiste à ça. Il l'a dit, il l'a mis en scène et c'est tellement vrai. Donc j'ai le sentiment, j'espère que c'est le cas, que ça libère un peu les individus et qu'on va sortir de cette espèce de comment dirais-je, de soumission aveugle à une certaine lecture portée par l'UOIF, par les frères musulmans, de cette religion dans laquelle on n'aurait pas le droit de s'amuser, on n'aurait pas le droit de rire, on n'aurait pas le droit de chanter, on n'aurait pas le droit d'être bien avec les autres, de partager, etc. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin, mais ça fait grincer des dents. Il y a même une fois, à Bruxelles, j'étais obligé d'arrêter mon spectacle. Parce qu'une femme s'est levée en me pointant du doigt, en disant « c'est Satan, regardez ce qu'il est ». Donc au début, tout marchait bien, les gens rigolaient et tout. Et puis après son intervention, puisqu'elle s'est fait sortir de la salle, les gens se posaient la question de savoir s'ils pouvaient encore continuer à rire. Et il n'y a plus rien qui marchait. Des blagues qui habituellement fonctionnent super bien, vous la dites, les gens, c'est du tac. Il n'y avait plus rien qui marchait. Donc j'étais obligé d'écourter et de m'en aller par la petite porte. J'étais pas très très fier, c'est vrai. Le spectacle s'appelle Le chemin de la gare. On va faire un peu de publicité. Le chemin de la gare, oui. Je vous propose que vous puissiez maintenant poser vos questions. Vous en avez sûrement beaucoup. Il y a un micro. Voilà. Il suffit de lever la main. Bonsoir. Oui, c'est à propos des lois qui conduisent au terrorisme et à toutes sortes de dérives, peu importe, l'islam n'est jamais qu'un moyen parmi d'autres. Hein. Mais quand on compare les parcours de Koulibaly, Kouachi, Mera, etc., on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes ingrédients. Bon, le vide symbolique de l'Occident qui a perdu ses croyances, ses utopies politiques, on est d'accord, mais il y a toujours... vous allez me contrer sans doute, j'espère, toujours une absence de père. Soit le père a disparu, il y a toujours une défaillance, donc il y a toujours comme un besoin de substitut symbolique, que ce soit l'islam ou l'armée. J'ai l'impression que ça répond toujours aux mêmes besoins. Et est-ce qu'il y aurait une loi sociologique, disons, qui conduit à des dérives, là, à votre avis? Vaste question que celle-là. Non, je pense que quand on veut essayer de comprendre ce qui amène un individu à faire quelque chose, moi, le premier élément que je mets en avant, surtout quand c'est aussi grave que ça, c'est d'abord la prudence, puis après, c'est la pluricausalité. Il n'y a pas une raison qui amène un individu à être comme ça. Moi, j'ai lu un papier sur les frères Kouachi. Leur maman était prostituée, ils rentrent, ils ont 10-12 ans respectivement, ils rentrent chez eux, ils trouvent la maman, elle s'est suicidée, allongée dans le salon.
je présume que ça doit marquer la vie d'un gamin et beaucoup plus que la mienne, en tout cas, parce que ça doit être violent. Mais ça n'explique pas tout. Moi, si vous me permettez, ce qui me tue le plus dans tout ça, c'est d'entendre aujourd'hui des musulmans, des imams, après ce qui s'est passé en janvier, de dire je condamne, oui je condamne, mais cette conjonction de coordination, de mon point de vue, n'a rien à faire ici. C'est je condamne, point barre. On pourra expliquer tout un tas d'autres choses après, mais je condamne, point barre. Et le fait que certains imams aillent jusqu'à dire ça c'est pas l'islam, c'était pas des musulmans, je sais pas, vous êtes devenus Dieu, ce sont des gens qui ont une lecture de l'islam à un moment donné qui pose problème parce que ça les amène à faire des choses qui ne sont pas humainement acceptables. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, j'appelle tout simplement à mettre sur pied la hiérarchie des responsabilités. Parce qu'il y a une responsabilité partagée dans ce qui se passe ici, ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas jeter la balle juste... moi, j'ai participé à une réunion avec le sous-préfet il n'y a pas longtemps où le souci semblait être voilà, la formation des imams et la radicalisation. Bon. L'imam dans sa mosquée, ce n'est pas un détecteur d'individus potentiellement radicalisables ou radicalisés. Il est là pour tenir un discours qui tient la route, lui. Après, les politiques ont leurs responsabilités. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'a dit Estrosi, pas très très responsable comme propos. Je veux dire, on est en train de mettre de l'huile sur le feu et ça peut poser des graves problèmes. L'école aussi, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Les familles, c'est central. Internet est venu et commence à jouer son rôle. Donc, on a quelque chose de nouveau. Et moi, dans le livre, quand je parle de ce qui m'arrive, je parle d'une espèce de carambolage non prémédité et pas du tout pensé ni anticipé. Moi, j'avais mes parents, c'est l'éducation à l'ancienne. C'est tu respectes les adultes. Si tu vas de travers, c'est une baffe dans ta tronche et tu la mets en veilleuse. Ça marchait très bien. Mon père s'en va, je fais des bêtises à l'école, et puis je m'attends à la même réaction de la part de mes profs. Sauf que les profs n'ont pas l'éducation de mon père, et qu'eux ne mettent pas des baffes. Ils essaient de comprendre. Sauf que moi, je dis, mais mettez-moi une baffe. Je le dis à ma manière, c'est-à-dire je casse tout, et je ne reçois pas de baffe. Donc on a là aussi un choc des cultures, une rencontre des cultures qui fait que c'est problématique. Donc il n'y a rien à excuser. Mais il y a la nécessité d'essayer de comprendre pour pas que ça se reproduise. Parce que je pense de toute façon qu'un individu qui est arrivé au stade des Koulibaly, Kouachi et compagnie, de toute façon c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Ils sont partis bien. Qu'est-ce qu'on fait en amont? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter? Parce que j'en rencontre des gens. J'ai eu un entretien avec le père Michel Lelon, je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis il me parlait, il me disait, oui, tu t'es fait emmener à Auschwitz. Et pourquoi tu ne vas pas à Gaza? Et on commence à parler de la question palestinienne et je lui dis, il faut faire attention, mon père. Je fais parce que vous avez affaire à un public, ce sont des jeunes qui, pour certains, sont inflammables. Allez-y, commencez à discuter de ces choses-là. Comme ils n'ont pas le recul nécessaire, comme ils n'ont pas la perspective historique de tout ce qui s'est passé, ben ça peut partir très très vite en vrille. Et c'est ça qui est inquiétant. Quand on parle de théologie préventive, c'est être capable de savoir à qui on s'adresse. Et la prise de parole en public est une responsabilité. C'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, moi j'ai été frappé de mutisme, j'arrivais plus à parler en public. Que je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à dire, sinon des bêtises. Donc je vais apprendre à me taire et puis à peser mes mots. Et donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais il y a des éléments, effectivement, qu'on va retrouver, des constantes, des permanences. Chez certains individus, on va être capable de dire, tiens, il a fini comme ça, il avait ce point, effectivement, et l'autre, on a retrouvé le même point commun, etc., etc. Mais ça n'explique pas tout. Non, ma question n'allait surtout pas dans le sens des excuses sociologiques dont certains abusent. Ouais. C'était multicausal. Oui, d'accord. Une autre intervention. Oui. Est-ce qu'il est possible de dire qu'à partir d'une relecture de tes expériences, une relecture de ton parcours, tu te fais une autre approche de tes croyances, à la fois par des remises en cause sur le plan personnel et par des remises en cause institutionnelles? Et à partir de ça, j'aurais une autre question. Est-ce que tu vas jusqu'à préconiser, comme le fait Raleb Benchek,
une forme de refondation de l'islam. Alors, moi, il y a un élément qui me semble extrêmement important et qu'il faut mettre en avant le plus souvent possible aujourd'hui, c'est le regard que je porte sur la manière dont l'islam a fini par être véhiculé, notamment par les musulmans eux-mêmes, et ceux dont je parle dans le livre. C'est-à-dire que j'ai remarqué que Dieu a disparu du vocabulaire des prédicateurs, des imams. Dieu est absent. C'est-à-dire que celui que nous sommes censés essayer de trouver, vers qui nous sommes censés aller, a disparu. Le discours fonctionne comme ça. L'islam dit, le Coran dit, le prophète dit, les savants disent. Dieu n'existe absolument plus du tout. Quand on parle d'acculturation, théologie de l'acculturation, il faudrait que les musulmans arrivent aussi à parler de ce Dieu dans un langage audible et intelligible, c'est-à-dire un langage que la plupart d'entre les Français pourraient comprendre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus il a disparu. Si bien que cette religion est devenue une succession de normes. On est dans ce que Tarek Obrou appelle la nomolatrie, l'adoration de la norme pour la norme. Et comme le dit Rachid Benzine, l'islam a opéré cette évolution, en tout cas le monde musulman, et notamment en France. On a sanctifié, à l'instar de Jésus, l'islam, en faisant du prophète de l'islam pratiquement le fils de Dieu. Et puis on a judéaisé la religion à force d'y mettre la loi à tout bout de champ. Licite, illicite, et c'est plus souvent illicite que licite. Donc cette approche de la religion vous amène à vous débarrasser de votre bon sens qui fonctionne absolument plus. C'est-à-dire qu'avant de faire le moindre truc, oui, mais qu'est-ce que dit tel savant? Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que dit le Coran? Qu'est-ce que dit le prophète? Alors que ce sont des choses qui sont ce qu'il y a de plus banal en réalité. Donc il faudrait revenir à quelque chose, me semble-t-il, de beaucoup plus central dans cette approche de la religion pour ces jeunes, c'est-à-dire débarrasser cette religion de tout ce qui a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et la deuxième question, pour en revenir à ce que propose Ghaleb Benchir et beaucoup, aujourd'hui c'est devenu à la mode, la réforme, la refondation. Moi je veux bien, moi j'ai aucun problème, réformons tout, déformons même s'il le faut, j'ai pas de souci avec ça. Le problème c'est un discours qui est tenu par des gens qui sont capables d'avoir ce type de discours et d'échanger entre eux. Reste après comment on articule ça avec les principaux concernés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est par exemple qu'aujourd'hui, les mosquées ouvrent leurs portes à des fidèles qui sont devenus infidèles. Autrement dit, des fidèles qui viennent à la mosquée, pas pour écouter l'imam, comme moi je le fais, mais parce que c'est une obligation, mais qui vont passer outre la mosquée, l'imam de leur quartier ou de leur ville, pour se connecter avec quelque chose qui va se trouver à 5000 bornes d'ici, et où on parlera l'arabe, parce que c'est certainement plus authentique. C'est comment on réussit à contrer tout ça, comment on réussit à remettre dans l'ordre dans tout ça. La refondation, pas de problème, la réforme, pas de souci. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on redonne à une mosquée aujourd'hui, puisque la mosquée doit jouer son rôle, sa capacité à être une mosquée où ce sera un islam français qui sera véhiculé, accepté par les fidèles qui côtoient cette mosquée. Et là, il reste du boulot. Oui. Vous employez un terme que j'ai beaucoup aimé, théologie préventive. Et autour de ça, j'aimerais bien que vous nous parliez, je pense, d'un problème qui est assez, je dirais, récurrent dans ce pays-là, sur la formation des imams. Et il me semble, mais tout de même moi m'a trahi, que le ministre de l'Intérieur en France est également ministre des cultes, et qu'un ministre de l'Intérieur avait proposé que l'État français prenne en charge la formation des imams pour arriver effectivement à faire quelque chose qui soit un peu un lien commun entre les différentes formations des imams exerçant en France. Voilà, un sujet un peu vaste sur formation des imams. Ouais. Sauf que moi, je pense que l'État n'a pas à s'immiscer dans une affaire comme celle-là. Non, de toute façon, on discute. Hein. Il ne sortira rien d'ici, de toute façon, je pense, en termes de décision politique. Mais c'est en fait, une des erreurs qui a pu être commise à un moment donné, c'est de vouloir absolument représenter l'islam dans ce pays. Que l'État veuille un interlocuteur musulman,
c'est pas le problème qu'ils le veuillent, et en même temps qu'ils le veuillent représentant des musulmans, c'est ça qui pose problème. Parce qu'on est en train d'admettre l'idée qu'il pourrait y avoir des communautés dans la communauté nationale. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que la seule communauté à laquelle j'appartiens en France, c'est la communauté nationale. C'est pas pour faire marche arrière aujourd'hui et considérer que bon, finalement, je m'étais planté, et puis non. Parce que c'est très bien comme ça, en réalité. Le fait de pouvoir nous débarrasser de cette idée qu'il faudrait avoir un représentant des musulmans et donc de la communauté musulmane, ça permettrait d'éviter les petites guéguerres entre les différentes instances qui sont en train sans arrêt de se battre, beaucoup plus pour être le représentant, et notamment celui qui serrera la main pendant les vœux au président de la République, où sera assis le 14 juillet pendant le défilé, que de servir la communauté musulmane. C'est pour ça que moi j'amène, ou en tout cas je propose que l'on revienne quelque chose de plus simple, c'est-à-dire un islam local. On est à Nantes, les mosquées sont connues, pour celles et ceux qui s'intéressent à la question, sont très, très connues. On en a une à Malakoff qui est tenue par l'AIOF, c'est l'UOIF, on a une turque à Bellevue, etc., etc. Donc il va falloir composer avec ça. Après, l'État, lui, par contre, doit être vigilant quant à ce qui est véhiculé dans les mosquées. Ça, c'est pas compliqué à faire. Il faut qu'il y ait ici une exigence, parce qu'ils fonctionnent comme ça, les musulmans. C'est-à-dire que si l'État propose un contrôle sur le type de discours qui est véhiculé, moi hier encore je discutais avec un jeune, j'étais à Paris, il me disait que dans des mosquées, certains imams tiennent ce type de discours en disant, puisqu'on vit dans un État mécréant, voler les mécréants, ça fait partie de la religion, c'est le butin de guerre. Donc ce genre de discours a encore cours, et dans la tête des gens, ça peut fonctionner. Donc on ne va pas hésiter à tromper l'État, à faire des fausses factures, etc., etc. Je pense, moi, personnellement, qu'il faudrait revenir à quelque chose comme ça. D'abord, on serait beaucoup plus en phase avec la laïcité. Et puis, ça permettrait, comme cela, de mettre en garde certains imams qui voudraient prendre la gentillesse du pays dans lequel ils sont pour de la faiblesse. C'est ce qui se passe malheureusement trop souvent. Donc, avoir un contrôle, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui commence à dire un peu n'importe quoi, c'est l'interpeller, et puis, le cas échéant, l'empêcher d'officier dans une mosquée. Quant à la formation des imams, pour terminer là-dessus, c'est aux musulmans de se débrouiller. S'ils se moquent d'avoir quelqu'un qui parle comme le français comme une vache espagnole le vendredi, c'est leur problème, j'ai envie de vous dire. Moi, je pense que même l'organisation, s'ils ne sont pas capables de vouloir s'organiser, ou comme le disent certains, s'ils se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord, c'est leur problème. Tant que ça ne touche pas à la sécurité de notre pays, et tant que ça ne pose pas de problème vis-à-vis du vivre ensemble et de toutes ces notions qui me semblent extrêmement importantes. Donc voilà, moi je pense que la formation des imams, c'est pas à la France de s'en occuper, mais aux musulmans eux-mêmes. Mais faire des fausses factures, c'est commencer à devenir français. Apparemment, oui, mais bon, on n'en dira pas plus. Oui. Merci, bonsoir. Bruno Day du Conseil de développement. Bonsoir. Vous avez dit être resté musulman, croyant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. En fait, au début de votre parcours, vous avez indiqué aller à la mosquée, vous ne compreniez pas bien l'arabe ou un mot sur 12, vous avez dit. Et puis maintenant, vous allez à la mosquée turque pour être sûr de ne pas comprendre. Alors, au fond, c'est simplement une question d'ambiance, enfin, de la religion. Bon, moi, pour ma part, je suis athée. Les religions, je les rejette. Maintenant, ça, c'est mon problème personnel. Vous les acceptez. Bon, pour moi, ça doit être une forme de philosophie, la religion. Et à ce moment-là, si vous ne comprenez pas les mots qu'on vous donne, qu'est-ce qui reste? Ou alors vous lisez le Coran. Donc là, je ne comprends pas très bien votre parcours. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, vous allez penser que je suis complètement à quelque chose qui relève un peu de tout ça. Non, en fait, la prière du vendredi est un acte obligatoire pour un croyant. Mais il n'est pas dit qu'on est censé comprendre ce que dit l'imam. Alors je vais vous dire, pour tout vous dire et vous faire un petit peu sur le ton de la confidence, les Turcs ont un sermon en plus qui dure 10 minutes seulement. Voilà. Donc on vit à l'époque du zapping, il faut que ça aille très vite. Dans certaines mosquées, ça peut durer jusqu'à 1 heure.
C'est pénible, surtout quand le gars raconte tout et n'importe quoi. Donc je vais là-bas pour m'acquitter de ce devoir vis-à-vis du Dieu auquel moi je crois, j'y vais parce que ça me fait pas beaucoup de mal. Voilà, et puis en plus, j'apprends un petit peu le turc. Donc voilà, j'essaie de mêler l'utile à l'agréable. Quand je suis assis, je sors, bon, je suis PC, ce adalati, ça veut dire quoi? Tashakurlar, muhtaram, mumillar. Vous voyez, donc il y a un vocabulaire qui s'installe au fur et à mesure et c'est plutôt pas mal. Mais bon, je peux comprendre que ça vous interpelle quelque part. Le turc sans peine. Voilà. Une autre intervention. Pardon. Le micro marche. Il y a un mot qui est apparu dans la langue française depuis quelque temps, qu'on voit partout, c'est le mot islamophobie, qui envahit le discours, envahit les médias, etc. Ça vous inspire quoi, ce mot-là? Ben moi, ça m'inspire justement exactement le contraire de ce que devraient faire aujourd'hui des gens qui prétendent appartenir à une grande spiritualité, qui sont incapables de comprendre que ça fait le jeu, finalement, de gens qui veulent pratiquer un racisme qui ne dit pas, ou une xénophobie qui ne dit pas son nom. Moi, je ne crois pas du tout en l'existence de l'islamophobie. C'est quelque chose que je rejette. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui détestent des individus en raison de leurs origines, et dans leurs origines, il y a un truc qui s'appelle l'islam. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience en France. En France, les Turcs ne parlent jamais d'islamophobie. Parce qu'ils ne sont pas sujets aux mêmes discriminations que les gens issus de l'immigration maghrébine. Donc moi, c'est déjà un premier indicateur. Deuxième indicateur, ça voudrait dire, si l'islamophobie existe, qu'il y a un seul islam en France. Ça contredirait la réalité sociologique de notre pays. Il n'y a pas un islam, il y a des islams. Donc on est islamophobe de quel islam? Moi, je me suis fait agresser à la sortie d'une mosquée par un mec qui ne comprenait pas que je ne veuille pas greffer mon pied pendant la prière à son pied. Donc il s'est mis en colère, il m'a attrapé à la sortie, il a voulu me mettre un coup de boule. Est-ce que j'ai été victime d'islamophobie à ce moment-là, puisque ma lecture de l'islam ne correspondait pas à la sienne, et donc c'est en fonction de cet islam qui est le mien qu'il a voulu me frapper. Bref, j'ai tout un tas d'interrogations qui font qu'à un moment donné, il me semble que cette question de l'islamophobie est venue brouiller les pistes et surtout faire le jeu d'entrepreneurs politiques, islamistes, militants, qui vont justement se retrouver dans la posture des défenseurs, sorte de syndicalistes pour une communauté en leur disant « vous inquiétez pas, on va vous défendre ». D'ailleurs, ils vont même très loin. Après les événements de janvier, ils ont fait une espèce de frise pour répertorier tous les événements dits islamophobes selon eux. Et puis je me suis amusé à lire un petit peu ce qui s'était passé tel jour à telle heure. Voilà. Puis je lis tel jour à telle heure profanation d'une boucherie halal. Voilà, bon, en général, quand je la dis, j'attends que les gens y percutent un petit peu. Profanation d'une boucherie halal. Donc il y a un mot qui marche pas dans cette phrase, hein, parce que la boucherie, c'est pas un lieu sacré jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et donc profanation d'une boucherie halal. C'est bien là le fait qu'on veuille utiliser un propos pour faire valoir des revendications, encore les mêmes, où on va en plus faire jouer quelque chose qui relève, de mon point de vue, de la victimisation pour des gens qui n'en ont pas besoin en réalité. Pour le dire autrement, moi j'ai vécu une période de mon militantisme en ayant le sentiment de ne pas avoir assez souffert. Donc il a fallu que je m'invente des souffrances. Vous voyez, par exemple, la guerre d'Algérie, moi je ne l'ai pas vécue. Et j'ai des parents qui n'ont pas passé leur journée à m'en parler. Ils en ont d'ailleurs très peu parlé. J'ai mon beau-père qui, lui, a vu son père se faire tuer d'une balle en pleine tête par un soldat français. Je suis marié avec ma femme depuis plus de 8 ans, je ne l'ai jamais entendu dire un mot de travers sur la France. Mais moi qui suis né ici, à un moment donné, eh ben, j'ai dit la France, elle doit payer pour le 1,5 million de martyrs en Algérie, etc. Donc il s'est passé des choses. Mais je n'ai pas vécu cette souffrance, moi. Et donc, on a le sentiment que pour donner du crédit à son propos, il faut être quelqu'un qui souffre. Et il y en a qui savent bien faire ça. Je les appelle, moi, c'est pas de moi, mais je reprends ça volontiers, des entrepreneurs politiques. Ça fait marcher leur boutique. C'est-à-dire qu'il nous faut un opposé. Il nous faut un antagoniste. Il nous faut quelqu'un contre qui se battre.
on nous en veut, la France nous en veut, regardez, ils nous attaquent, ce sont les islamophobes, et on va mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que tous ceux qui vont avoir une parole critique sur l'islam, les musulmans, ce qui est tout à fait logique en réalité, ben ça va devenir des islamophobes. Donc comprenez que moi, et on est plusieurs, je considère que ça n'existe pas. En revanche, il y a des gens qui effectivement, dans notre pays, considèrent que d'autres gens ne devraient pas y vivre parce qu'ils ont une histoire, ils ont une origine, et dans cette origine et cette histoire, il y a une religion qui s'appelle l'islam, donc on fait un gros mélange de tout ça, et si on pouvait mettre tout ça à la mer ou à la porte, ce serait plutôt intéressant. Donc voilà un élément de réponse, je ne pense pas avoir répondu complètement à votre question, mais en tout cas, voilà ce que je peux dire. Qui réclame la parole? Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est pensez-vous que l'islam ne peut être que politique? Alors pourquoi je la pose? C'est parce que dans votre démarche première, vous avez pensé que aller vers l'islam, c'était faire de la politique. Et vous auriez pu adopter non pas une démarche par l'islam, mais une démarche politique tout à fait qui ne relevait d'aucune religion. Donc, est-ce que depuis, vous êtes posé la question, est-ce que si vous refaisiez justement une démarche vis-à-vis de vouloir changer, justement, vous avez parlé effectivement du colonialisme, est-ce que vous pensez que on peut adopter une autre démarche quand on est fils d'immigrés que par le religieux? Est-ce que le religieux est vraiment quelque chose dont on ne peut se départir et on ne peut s'en détacher comme vous le faites aujourd'hui, puisque vous étiez islamiste et vous êtes resté vous êtes resté dans la religion musulmane? Et vous vous posez effectivement des questions sans pour autant la quitter, parce que c'est dangereux aussi de se dire vis-à-vis de ses congénères, je ne suis plus musulman, puisque vous seriez complètement rejeté. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent, puisque si on refuse la religion musulmane dès l'instant où on l'a été par naissance, donc on devient un apostat et on est rejeté par sa communauté. Voilà, je vous remercie. Alors, juste pour reprendre, vous avez commencé en posant votre question en utilisant le verbe penser. Vous avez pensé que... Non, j'ai pas pensé, moi, au début. J'avançais tête baissée. Le cerveau fonctionnait pas, il était au chômage, ou en tout cas en panne. Donc, ça a commencé comme ça, en réalité. C'est-à-dire que pas de culture, aucune culture politique, pas de culture tout court, aucun capital culturel. J'ai lu mon premier livre à l'âge de 19 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le drame, le trou. Donc il a fallu ramer. J'ai dû ramer. Et j'ai encore énormément de lacunes aujourd'hui que j'admets volontiers. Donc j'arrive, et ce n'est pas de la politique que je vais faire d'entrée de jeu. C'est essayer de colmater quelque chose qui est vide de sens. C'est-à-dire une démarche spirituelle dans laquelle il n'y a pas de spirituel. Donc je vais piocher ici et là, écouter deux ou trois choses. Ouais, l'intégration, ça a l'air d'être pas mal, donc qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ouais, la France, elle a oublié que nos parents, ils ont bossé ici, machin, etc. Donc il faut qu'ils leur reconnaissent et qu'ils nous reconnaissent. Et puis j'ai commencé comme ça. Donc c'est vraiment du bricolage de bas étage. Et au fur et à mesure, donc on se rend compte que ce qu'on dit, c'est pas forcément la bonne chose. Et l'islam va devenir en réalité ce qui va nous permettre de mobiliser, parce que ça mobilise, ça marche, c'est un truc de fou. Et j'ai fait l'expérience. Je peux me retrouver avec une bande de jeunes musulmans. Si je commence en disant bonsoir, vous allez bien, ce ne sera pas la même chose que si je commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, sur un ton solennel. Je commence comme ça, ils sont déjà dans les fouilles. Je peux en faire ce que je veux après. Et je l'ai fait, je l'ai fait même pour le montrer à des jeunes avec qui j'étais en séminaire. J'ai commencé comme ça, de manière hyper solennelle. Ils ont tous glissé dans leur chaise comme ça. Après, je leur ai dit, rassurez-vous, je ne suis pas là pour ça. Et donc, on a pu en discuter. Problème des apparences qu'on va mettre en relief. Après, l'islam est une religion qui n'est pas belle ou moche. Elle est belle si les gens font quelque chose de beau, elle est moche si les gens font quelque chose de moche.
Il y a quelqu'un qui m'a dit l'islam t'a changé. Non, l'islam m'a pas changé en réalité. Moi, j'ai une histoire et je l'ai compris avec les années. C'est mes parents qui ont fait ce que je suis d'abord, et l'école aussi, et le quartier dans lequel j'ai grandi. Mais ce sont mes parents. J'ai appréhendé l'islam avec ce que j'étais. Donc ce qui fait que j'ai évolué comme ça dans ma religion, dans la religion musulmane, c'est d'abord ce que j'étais. Et puis j'ai découvert des choses intéressantes, puis des choses un peu moins intéressantes. Donc l'idée c'est comment je fais pour que les valeurs que je vais trouver, et qui sont somme toute des valeurs universelles en réalité, comment je fais pour qu'elles m'animent dans ce que je vais faire, sans pour autant crier sans arrêt le slogan « c'est parce que je suis musulman que je fais ça », mais le faire tout simplement parce que je suis animé par des valeurs que je puise dans cette religion, mais qui sont universelles. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait qu'on apprenne à faire de la politique, c'est-à-dire être au service de tous. Peu importe ce qui m'anime à l'intérieur. Si le résultat, c'est d'être au service de tous, dans le respect de tous. C'est ça la vraie démarche en réalité. Moi, l'étiquette, à la limite, je m'en fous à partir du moment où l'individu n'est pas en train de venir dire attention, parce que c'est arrivé ça. C'est une anecdote que j'évoque dans un des livres que j'avais écrit, La France des Islams, ils sont fous, ces musulmans. C'est une espèce d'abécédaire où je raconte l'histoire d'un jeune homme qui aide une femme à monter dans le bus avec sa poussette. Donc le gars venait de commencer à pratiquer sa religion, il était animé par le zèle du néophyte. Et puis la femme lui dit très gentiment merci beaucoup. Il fait non, non, non. J'ai pas fait ça pour avoir votre merci, je l'ai fait pour plaire à Dieu. Bon là, on est dans un truc, on est dans un film. Hein, voilà, c'est-à-dire que donc ça, on n'a pas besoin. C'est aider, merci, je vous en prie. Allez. Donc, si je l'ai fait moi pour plaire à Dieu, j'ai pas besoin de raconter ma vie. Vous imaginez à chaque fois que vous faites un truc, non, non, c'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Ça a commencé à devenir fatigant. Et donc, moi, je pense que faire de la politique. Alors, je rassure tout le monde ici, s'il y a des gens qui et il y en a, de toute façon. Je n'ai pas l'intention de devenir le maire de Nantes, parce que je pense que c'est beaucoup de tracas et ça ne correspond pas forcément à mon tempérament. Donc je ne ferai pas de... Ma manière de faire de la politique aujourd'hui, c'est via mon art, via le théâtre, via l'humour, via ce que je peux écrire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un bon livre, j'espère que ce sera un livre utile qui pourra servir. Mais voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que s'il y a un message que doivent entendre les islamistes, c'est laisser la religion musulmane tranquille, laisser l'islam tranquille. Vous voulez faire de la politique, faites-en comme tout le monde. Animé par vos valeurs à l'intérieur, mais essayez d'en faire en vue de servir l'intérêt général. C'est ce que j'ai appris, moi, et c'est ce que j'essaie de transmettre. Après, la religion, c'est un truc qui relève plus du domaine de l'intérieur qu'autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Un sourire sceptique. Bonsoir, j'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est quels sont vos liens, vos rapports avec les autres religions du livre, à savoir la religion juive, la religion chrétienne, d'une part, et des religions qui ne sont pas du livre, par exemple la religion bouddhiste. Deuxième question, vous avez parlé de vos origines, de vos parents à Alcantara, vous avez évoqué la notion de pont. Est-ce que vous jouez un rôle de pont actuellement entre la société française et la société algérienne? Est-ce que vous cherchez à avoir des rapports avec des gens qui pensent un peu comme vous en Algérie? Alors, première question, vos rapports avec les autres religions, pas seulement celles du livre d'ailleurs. Vous pensez bien que j'appartiens à la seule et unique vraie religion, donc je n'ai aucun rapport avec toutes les autres religions. Hein, comme ça, c'est réglé. Non, non, c'est pas vrai. Je suis, moi, dans une démarche de dialogue avec tout le monde. Moi, j'avais aimé cette parole de Tarek Obrou. Un musulman était venu le critiquer parce qu'il avait participé à un débat avec un athée ou je sais pas quoi. Et lui, il avait répondu « Je parle avec tout le monde et je débat avec tout le monde. Encore faut-il en avoir les moyens. » Mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a conclu en disant « Même si il m'était donné de débattre avec Satan, je le ferai. » Donc, l'idée, c'est de pouvoir dialoguer et échanger avec tout le monde parce que c'est important. Après, moi, j'ai aucune prétention, je ne voudrais pas qu'on se méprenne à mon sujet. Je ne suis pas un type qui prétend être un mec bien. Je suis un individu qui a reconnu il n'y a pas très longtemps que j'étais un homme, avec ce que ça implique, des qualités et des défauts. Hein, pour tout vous dire, moi, au sein de ma communauté, j'ai du mal
à mettre des ponts. Parfois, c'est moi qui viens et qui pète les ponts, je pète les plombs aussi, si vous voulez, parce qu'il y a des trucs que je supporte pas. Alors, je suis pas du tout un Gandhi ni un l'abbé Pierre. Je suis quelqu'un qui a son tempérament, voilà, je veux pas qu'on se méprenne à mon sujet, sauf que je suis persuadé que les choses évolueront dans le partage, dans l'échange, dans la rencontre, même si on n'est pas d'accord. Ce qu'il faut, c'est apprendre à le faire avec le respect. Et en général, je suis respectueux de mon interlocuteur, quel qu'il soit. Donc j'ai des échanges avec les Juifs. La dernière fois, on a organisé à la salle Paul Fort donc une représentation de mon spectacle. Derrière, on avait une voix juive, une voix musulmane, une voix chrétienne, une voix agnostique. Donc on s'est dit ce serait bien de parler de la place des religions dans notre société après un spectacle d'humour. Et c'était plutôt appréciable comme type de débat parce qu'on a eu quelque chose d'assez intéressant. J'ai fait la rencontre il y a quelques années de personnes qui sont ici dans la salle qui ont monté une association dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Tibérine. Et puis donc une association qui vise effectivement à ce que les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, etc. dialoguent entre eux parce que c'est important. En fait, il y a 3 dimensions ou 4 parce que les Belges ne parlent pas d'interreligieux, ils parlent d'interconvictionnel. Et c'est intéressant comme proposition. Alors, on peut avoir des convictions, on peut ne pas en avoir. Ce n'est pas forcément quelque chose de cadré dans une religion bien déterminée. Donc, moi, je suis dans l'interconvictionnel, l'interreligieux, l'interculturel, l'intergénérationnel, parce que ça me semble important aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font entre des gens du même âge. Et le rapport entre des générations qui seraient très éloignées au niveau de l'âge, ça ne se fait pas beaucoup. Sauf qu'on aurait beaucoup à transmettre et ce serait très enrichissant pour tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas de souci. Je participe aux travaux d'une association qui vient d'être créée, qui s'appelle Madipax, la Maison du Dialogue et de la Paix, et avec qui on est en train d'organiser un voyage à El Kantara, dans lequel on voudrait qu'il y ait des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans, des agnostiques, pour aller un petit peu sur cette terre, voilà, un pays qui a une histoire un peu particulière avec la France, donc il y a quelque chose de fort, et il faut regarder les informations algériennes. Les Chinois, ils nous ont mis la pige. Ils sont là-bas, ils sont en train de s'installer, et voilà, c'est économique, c'est aussi culturel maintenant. Donc il faut qu'on réussisse à faire quelque chose, et donc on est en train de mettre ce voyage en place. Ça devrait durer une semaine, et puis on va visiter un petit peu le site et aller à la rencontre des Algériens. Ça commencera par ça. Donc aujourd'hui, moi je suis d'ailleurs très très à l'aise pour aller discuter avec tout le monde. Si on avait fait ce débat il y a une dizaine d'années, je ne pense pas que ça serait passé avec autant de sérénité, en tout cas de mon côté. Voilà, donc ça me semble important de le dire. J'espère que j'ai répondu à vos 2 questions, ça va. Ouais. Encore une ou 2 interventions. Tout à l'heure, vous avez bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du vivre ensemble. Alors c'est un mot à la mode, mais je crois qu'il a surgi en même temps que des problèmes posés par des revendications musulmanes. Or, je crois que les islamistes voudraient remplacer notre contrat social républicain basé sur la liberté individuelle et la laïcité par le communautarisme et le pluriculturalisme, au moins dans un premier temps, pour aller après plus loin, je pense. Ce qui pose aussi problème, c'est que finalement, les deux choses, liberté individuelle et laïcité, communautarisme et pluriculturalisme, sont défendus par des musulmans et des non-musulmans. C'est vrai que tout à l'heure, Gabriel parlait de l'islamophobie, mais c'est quelque chose que les musulmans ne sont pas seuls à envoyer. Donc voilà, c'est plutôt une constatation. Moi, j'ai l'impression que la situation s'aggrave un peu. Et je reprends le titre d'un livre de l'américain Christopher Caldwell,
Caldwell qui disait « Une révolution sous nos yeux, comment l'islam va transformer la France et l'Europe ». Ça m'inquiète. Alors pour terminer sur un truc plus détendu, je voudrais savoir si vous avez lu Soumission et ce que vous en pensez. Parce que comme je n'avais pas posé de questions... Allez, commençons par Houellebecq. Oui, non, j'ai pas encore lu Soumission, mais j'ai prévu de le lire. On m'a dit que c'était un livre très très bien écrit. Après, bon, qu'est-ce qu'il en ressortira? Je me ferai ma propre idée moi-même, parce que beaucoup de gens ont dit plein de choses et parfois on dit n'importe quoi. C'est d'ailleurs le cas de mon livre aussi. Beaucoup de gens disent plein de choses et parfois aussi un peu n'importe quoi sans l'avoir lu. Moi, si je peux, et je le fais pas pour vous rassurer, je vais vous dire, l'islamisme, c'est pas un truc qui est en train de... L'islamisme dont je parle, même les départs pour le djihad, etc., on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, on parle de milliers d'individus, on n'est pas dans quelque chose qui... Donc il y a un truc qui nous alerte ici, sur lequel il faut essayer d'être... par rapport auquel il faut essayer d'être vigilant. Alors je peux comprendre qu'effectivement, les gens soient angoissés, je le suis moi-même. Et ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais il y a des mosquées, je ne les citerai pas ici à Nantes, j'y suis allé récemment, je ne me sens pas dans un lieu dans lequel je serai le bienvenu. Pourtant, je viens y faire ma prière comme un musulman. Donc c'est peut-être juste une impression. Mais il y a effectivement quelque chose qui relève de cette atmosphère un peu morose, mais qui peut s'expliquer par ailleurs via d'autres facteurs, la crise économique, certains en rajoutent 3 couches aussi un peu souvent, et des musulmans, à mon avis, il ne faut pas essentialiser, parce que là, quand on entre dans les populations dites musulmanes en France, on va se rendre compte qu'on a affaire à un univers tellement divers, tellement... Les gens se ressemblent pas tous. Et puis il faudrait définir, après prendre le temps de définir ce qu'est un musulman, voilà, ce que n'est pas un musulman, etc. etc. Donc je partage en partie vos questionnements, vos angoisses, mais pas entièrement. C'est peut-être mon côté croyant qui fait que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui relève de l'espoir. Et puis avec ce que je fais aussi, les gens que je rencontre, je pense qu'il y a alors un gros boulot à faire, un gros chantier à mettre sur pied. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je vais essayer de rattraper un petit peu ce temps où j'aurais déconné, raconté un peu n'importe quoi. Puis je vois l'effet que ça peut avoir. Donc au départ, ça fait un peu de bruit. Et je repense à quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure. Si je disais que j'avais cessé d'être musulman, ça risquait d'être dangereux. Je serais un apostat. Ça fonctionne plus comme ça en France. Dans certains pays, oui, peut-être, mais en France, à la limite, les gens sont... Voilà, il a retourné sa veste. Il y a même des gens qui pensent que le titre veut dire pourquoi j'ai cessé d'être musulman. Mais c'est vrai, mon frère a bu un café chez un monsieur l'autre fois, et il ne savait pas que c'était mon frère. Puis il a fait, ouais, t'as vu, c'est comme l'autre là qui a écrit son livre, là, il a cessé d'être islamiste et musulman. Et mon frère lui dit, mais t'es sûr? C'est un monsieur d'un certain âge. Ben oui, on a lu ça, moi et ma femme et tout. Sa femme vient et confirme. Oui. Il fait, mais non, il n'a pas cessé d'être musulman, juste cessé. Mais si, je te... Mais non, mais c'est mon frère. Il fait, ouais, mais c'est ton frère, c'est peut-être ton frère, mais il l'a dit. En tout cas, il l'a dit. Bon, bref, il ne voulait pas démordre. Hein. En tout cas, bon, pour lui, ça y est, j'étais bon pour l'enfer, donc ça suffisait largement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, enfin à votre constatation, ce n'était pas une question, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il faut faire... moi qui prends la parole en public, j'essaie d'amener des prophéties autoréalisatrices. Des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que je pense que ça va aller en s'améliorant. Voilà. Simplement, je voulais dire que c'est vrai que là aussi, on nous dit bien pas d'amalgame. Et je ne fais pas d'amalgame. Mais Benanour Bidar dit bien qu'il y a quand même un lien entre tous les musulmans. Ah oui, c'est la France. C'est sans doute ça le lien qu'il y a entre tous les musulmans de ce pays. Bon, je ne vais pas attaquer ici un débat avec Benanour Bidar. On va se voir le 18 à Bruxelles, normalement, après mon spectacle, justement, pour débattre de ces questions-là. J'en saurai peut-être un peu plus et on verra quels sont les liens qui nous unissent, lui et moi.
Oui, encore? Excusez-moi, mais c'était juste pour repréciser ma question. En fait, c'est moi qui vous avais posé la question sur l'apostasie. Ah pardon, oui, je pensais que c'était... C'est pas grave, mais c'était de savoir est-ce qu'un musulman peut se retirer de sa religion, en fait. Et je pense que non. Voilà. Mais vous allez peut-être me contredire, sinon, effectivement, on devient un apostat et on est rejeté de sa communauté. Non, moi je vous parle juste de la réalité du terrain. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'islam, au vu et au su des musulmans. Et voilà, ça c'est une réalité à laquelle moi j'ai pu assister, des gens qui l'ont annoncé, clairement, je peux être musulman. On vit une époque où les gens, et surtout on vit dans un pays où les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Je pense que ça a été admis, et qu'on aura surtout en termes de réaction, des gens qui vont dire, dans le meilleur des cas, le pauvre, il va finir en enfer. Dans le pire des cas, bien fait pour sa tronche, il va finir en enfer. Voilà, on aura surtout ça. Si tant est que l'enfer existe, hein, pour ceux qui y croient, évidemment. Ça va de soi. Hein. Hein. Bien. Y a-t-il une ultime demande d'intervention? Non, on en reste là. Alors, merci beaucoup, Farid Abdelkrim, d'être venu, de nous avoir exposé votre point de vue. Je rappelle donc que ce livre, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste et non pas Pourquoi j'ai cessé d'être musulman, est en vente à la sortie. J'attire votre attention aussi sur la publication du tout dernier numéro de Place Publique qui, à mon avis, est parfaitement en phase avec la discussion de ce soir. Ce dossier sur la laïcité, le pacte en péril, où vous avez notamment un abécédaire qui... sous une forme simple, pas de A à Z, mais presque, rappelle un certain nombre de faits historiques et clarifie aussi certaines notions. Vous avez des entretiens avec des théoriciens de la laïcité qui défendent d'ailleurs des points de vue très différents, comme le philosophe Henri Peña-Ruiz ou Raphaël Liogier, deux conceptions très différentes de la laïcité. Beaucoup de témoignages, y compris des témoignages de Nantais qui se trouvent en première ligne sur cette question, des enseignants, des militants, des formateurs. Et puis un article que je trouve très fin de Goulven Boudik, qui est professeur de sciences politiques à l'université, et qui est intitulé De l'école aux mosquées, les métamorphoses nantaises de la laïcité. On voit à partir de l'exemple nantais comment, au cours de ces 25-30 dernières années, et de la politique municipale menée à Nantes, les choses ont beaucoup changé. Et puis, on a dans ce numéro un excellent article de Gabriel Vitré consacré au livre de notre ami. Quelques rendez-vous avant l'été, donc de ce cycle Questions publiques dont je rappelle qu'il est co-organisé par le Conseil de développement, par la revue Place Publique et par le CCO. Le 1er juin, nous accueillerons Laurent Davzy. Laurent Davzy, qui est un économiste spécialiste de l'économie des territoires, qui a beaucoup réfléchi notamment au moteur de la croissance de l'agglomération nantaise, nanto-nazérienne, qui a fréquemment eu l'occasion de s'exprimer dans la Place Publique et qui vient de sortir un petit livre tout à fait intéressant, Le nouvel égoïsme territorial, comment il y a une tentation de sécession des régions riches par rapport aux régions pauvres. Et puis le 17 juin, quelqu'un qui est bien connu à Nantes, Jean Blaise. Pourquoi l'invitons-nous? Parce qu'il y aura une actualité éditoriale. Il y a 2 livres qui vont lui être consacrés et qui paraissent le mois prochain. Il est en train de mettre la dernière main à un rapport qui lui a été commandé par la précédente ministre de la Culture sur la place de la culture dans l'espace public, chose dont il y a une certaine pratique. Et puis, il y a la proximité, évidemment, du voyage à Nantes. Et ce sera tout pour cette année. Après, on se donnera rendez-vous au mois de septembre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci encore à Farid Abdelkrim.